Parfois, la vie bascule lors d'un instant qui semble totalement insignifiant. Pas sur les grandes scènes, pas devant une foule de témoins, mais sur un banc de bois usé, à l'ombre d'un vieux platane, alors que la ville défile devant vous comme si vous n'existiez pas. Cette histoire parle d'un homme qui possédait tout ce qui s'achète et rien de ce qui ne s'achète pas, et d'une femme qui n'avait presque rien, mais portait en elle une richesse qu'aucune monnaie au monde ne peut mesurer. Elle raconte comment, parfois, la blessure la plus profonde se guérit par le contact d'une main qui n'a aucune raison de s'arrêter, et qui pourtant s'arrête. Avant de plonger ensemble dans ce récit émotionnel qui vous tiendra en haleine jusqu'au bout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car nous vous proposons chaque jour de nouvelles histoires qui marquent l'âme. Dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez, nous aimons savoir jusqu'où voyagent ces émotions, et laissez un j'aime pour nous aider à continuer de partager ces moments. Et maintenant, commençons. Vichy est une ville qui sait paraître paisible, alors que sous la surface quelque chose tremble. Ses rues pavées, les platanes qui jettent de longues ombres sur la place, les façades anciennes du centre qui gardent la mémoire des générations, tout cela donne une illusion de sérénité que la ville porte comme un costume bien taillé. Mais dans chaque ville, derrière chaque façade élégante, vivent des histoires que l'on ne voit pas depuis la rue. Et c'est précisément dans une telle histoire, sur un banc tout à fait ordinaire, un après-midi au bord du parc des Sources, que commença ce que ni l'un ni l'autre, ni lui ni elle, n'attendaient. Julien Morel sortit de l'immeuble sans dire où il allait. Sa secrétaire s'arrêta sur le seuil du bureau, sa tablette à la main, le regard interrogateur, mais elle ne dit rien. Cela ne servait à rien. Elle l'avait déjà vu ainsi, cette démarche sans rythme, les épaules un peu trop portées vers l'avant, les mains enfoncées dans les poches de son costume sombre, comme s'il cherchait quelque chose de solide à agripper. Elle savait que dans ces moments-là, chaque parole lancée derrière lui était vaine. Julien franchit les portes vitrées de l'entrée et ne se retourna pas. Dehors, c'était un de ces après-midi impossibles à décrire avec précision. Ni grand soleil, ni ciel couvert, mais quelque chose entre les deux, comme si le ciel lui-même ne savait pas quoi penser de la journée. L'air sentait l'herbe mouillée et l'asphalte qui chauffe lentement, sans hâte. Il marchait sans but. Il passait devant des vitrines qu'il ne voyait pas, devant des gens qu'il n'entendait pas, devant des cafés d'où s'échappait l'odeur d'un café fraîchement moulu, et il ne ressentait rien de tout cela. Il ne ressentait plus rien depuis longtemps. C'était là le vrai problème. 39 ans. Propriétaire de 3 entreprises, 7 entrepôts répartis dans le centre de la France, 2 appartements à Paris, une villa sur la côte et cette maison à Vichy où il avait grandi et où, par une étrange logique du succès, il avait fini par revenir. Chaque papier qu'il avait signé ces 15 dernières années valait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en une vie entière. Chaque décision était la bonne. Chaque investissement était rentable. Chaque relation, qu'elle soit professionnelle ou privée, durait exactement le temps nécessaire pour être utile, puis s'éteignait doucement comme la flamme d'une bougie dans un courant d'air. Julien n'avait aucune raison de se plaindre, et c'est précisément cela qui le tuait. La dépression n'arrive pas avec un préavis. Elle ne vient pas avec des pleurs, du drame, et une raison claire que l'on pourrait poser sur la table pour la résoudre. Chez lui, elle s'était infiltrée lentement, comme l'eau qui filtre à travers les fissures du béton, imperceptiblement, calmement, jusqu'à ce qu'un matin il se lève et réalise qu'il ne savait plus pourquoi il se levait, qu'il n'y avait aucune raison justifiant l'effort de sortir du lit. Que chaque conversation, chaque réunion, chaque document rempli de chiffres en croissance, tout cela flottait quelque part en dehors de lui, comme si cela ne le concernait pas, comme s'il regardait sa propre vie à travers une vitre. Ses collègues attribuaient cela à la fatigue. Ses amis, mais il en avait peu et tous étaient des partenaires d'affaires sous couvert d'amitié, n'attribuaient cela à rien, car ils ne remarquaient rien. Maître Bertrand, son avocat principal, qui le connaissait depuis 20 ans, lui avait dit une fois en passant qu'il avait l'air un peu épuisé avant d'enchaîner immédiatement sur des niches fiscales. Personne ne le voyait vraiment. Et puis, il se dirigea vers le parc. Le parc des Sources à Vichy n'est pas particulièrement grand, mais il possède cette sorte de silence que l'on trouve rarement en plein centre-ville. Quelques arbres centenaires dont les cimes se touchent presque, des allées étroites de gravier, 2 ou 3 bancs disposés sans trop de logique. Ce jour-là, le parc était presque vide. Une vieille dame avec un chien qui marchait trop lentement pour un chien, 2 enfants au loin. Et sur le banc près d'une petite fontaine qui ne fonctionnait plus, elle. Julien s'assit sur le premier banc libre et cacha son visage dans ses mains. Il n'avait pas prévu de pleurer.
Il n'avait jamais rien prévu de tout cela, mais ces dernières semaines, les larmes le saisissaient sans prévenir, comme de courtes attaques de quelque chose qu'il ne savait pas nommer, dans les moments où il était seul, et où le mur qu'il avait construit vers l'intérieur finissait par céder sous le poids de sa propre charge. Au bureau, il était impeccable. Dans le parc, il pouvait être brisé. Les larmes coulaient en silence. Ses doigts tremblaient. Il n'entendit pas les pas. « Eh, est-ce que ça va ?» La voix était douce, d'un âge indéterminé, mais d'une clarté qui le surprit. Elle ne sonnait ni compatissante, ni curieuse. Elle sonnait simplement sincère, comme si cette question était la seule chose possible à dire à cet instant. Julien releva lentement la tête. Devant lui se tenait une jeune femme. 20 ans et quelques, estima-t-il. Des vêtements vieux et usés, un sweatshirt sombre au motif délavé, un jean avec un patch au genou, de vieilles chaussures de sport dont la semelle commençait à se décoller sur le côté gauche. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval, faite à la hâte, sans grand soin. Mais ses yeux possédaient cette sorte de calme qui ne se joue pas. Claire, tirant sur le verre bleu, fixait sur lui sans une once de jugement. Elle se tenait légèrement inclinée vers lui, comme si elle avait fait un pas puis s'était arrêtée pour lui laisser de l'espace. Julien ne répondit pas tout de suite. Il essuya son visage avec sa manche, maladroitement comme un petit garçon qui ne veut pas qu'on le voie pleurer, et s'éclaircit la gorge. « Oui, merci. » Ce n'était pas vrai. Et elle le savait. Elle ne fit aucun commentaire, mais elle ne partit pas non plus. Elle restait simplement là, à cette limite assez lointaine pour ne pas être intrusive et assez proche pour être présente. Comme si elle attendait quelque chose dont il ne savait pas encore qu'il en avait besoin. « Je peux m'asseoir ?» La question le surprit. Il était seul sur le banc. L'espace lui appartenait autant qu'à elle et pourtant elle demandait la permission. Un geste si petit, mais si inhabituel, que quelque chose en lui se tendit, comme le son d'une corde de piano que l'on accorde. Il fit un signe de tête. Clara s'installa à l'autre extrémité du banc, sur ces lattes de bois dont les interstices disaient qu'elles étaient plus vieilles qu'elle. Elle ne parla pas tout de suite. Elle ne le regardait même pas. Elle fixait la fontaine muette, le bassin de pierre, avec quelques feuilles mortes au fond. Quelque chose dans son profil dégageait une paix qui semblait presque impossible à Julien. Il était certain de l'avoir déjà croisée. Ici, dans le parc, 1 ou 2 fois ces dernières semaines, alors qu'il passait sans s'arrêter. Il savait, parce qu'il était attentif à ces détails, même malgré lui, qu'elle vivait ici, que le parc n'était pas un simple lieu de passage pour elle, mais son refuge, qu'elle dormait quelque part dans les environs. Cette certitude lui vint lentement, sans choc, sans drame. Elle était là, c'était sa réalité, et il en était conscient. « La pluie arrive, dit-elle enfin, les yeux rivés sur le ciel qui commençait à virer au gris mauve. Je la sens dans l'air avant qu'elle ne tombe. J'ai appris ça. » Elle n'expliqua pas comment elle l'avait appris. Ce n'était pas nécessaire. Julien leva les yeux vers le même ciel. Il avait un manteau au bureau, mais son bureau était à 3 rues d'ici, et à cet instant, c'était comme s'il se trouvait à l'autre bout de la planète. « Tu n'as pas demandé mon nom, remarqua-t-elle, sans reproche, juste comme un constat. »« Non. » »« Clara. » Un court silence. « Je n'ai pas besoin de connaître le tien. »« Julien. » Elle hocha doucement la tête, comme si elle rangeait l'information dans la bonne case, sans commentaire superflu. « Julien qui pleure sur un banc public, » murmura-t-elle, et sa voix ne contenait ni moquerie ni humour. Juste quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. « Je t'ai déjà vu ici, en costume. Toujours pressé, toujours au téléphone. Et aujourd'hui, tu es juste là. » Il ne sut que répondre. Il n'avait pas l'habitude qu'on le décrive. Il n'avait pas l'habitude qu'on le remarque pour ce qu'il était, et non pour ce qu'il représentait. « Parfois, il faut juste s'arrêter, » ajouta-t-elle. Et c'est très bien comme ça. Ces quelques mots touchèrent Julien d'une manière inexplicable. Ce n'était pas de la philosophie de comptoir, ni de la thérapie. C'était simple, concret, honnête. Quelque chose en lui commença à se dénouer lentement, comme un fil que l'on libère d'un nœud serré. La pluie commença par un fin crachin, presque invisible, avant de devenir une véritable averse en quelques minutes. Julien ne bougea pas, elle non plus. Ils restèrent assis sur le banc, trempés, et d'une certaine manière, c'était le seul endroit au monde où il voulait être à cet instant précis. « Tu as faim ?» s'entendit-il demander. Sa propre voix lui parut étrangère, plus douce, moins contrôlée. Clara se tourna vers lui pour la première fois, le regardant bien en face. Il vit un éclair d'hésitation dans ses yeux, cet instant qui disait qu'elle avait appris que la bonté est rarement gratuite. Mais l'hésitation s'effaça. Elle ne disparut pas.
Elle fut simplement mise de côté, provisoirement. « Oui, répondit-elle. Et cette vérité toute simple le frappa en pleine poitrine. « Il y a une petite brasserie, un coin tranquille près de la place, dit-il en se levant. On y sera au sec. Et la cuisine est bonne. » Elle l'observa un instant. Elle ne lui demandait pas de l'emmener, mais elle ne refusait pas non plus. Elle le lisait, comprit-il, comme lisent les gens qui ont appris à survivre en évaluant instantanément les intentions d'autrui. « J'irai, » finit-elle par dire en se levant à son tour, mais juste pour un café. Tout était dit dans cette phrase. Une dignité que ses chaussures trouées n'avaient pas réussi à entamer, une fierté que son vieux manteau n'avait pas pu amoindrir. Elle ne quémandait rien. Elle acceptait l'invitation d'égal à égal, pas comme une bénéficiaire de la charité. Julien le ressentit et fut surpris par sa propre émotion. Ce n'était pas de la pitié. C'était un respect étrange et chaleureux pour cette femme à qui la vie n'avait fait aucun cadeau, mais qui se tenait droite. Ils marchèrent ensemble vers l'établissement sous une pluie battante, sans presser le pas, comme si l'eau n'était plus un problème, comme si cette marche à travers la ville mouillée était la chose la plus normale du monde. Deux inconnus que tout oppose, que rien ne lie selon les critères de la société, marchant côte à côte. Le café s'appelait le Vieux Moulin. C'était le genre d'endroit qui ne change jamais. Des vitres dépolies, des tables en bois marquées par les années, une odeur de café incrustée dans les murs. Sur le comptoir, une tarte aux pommes trônait sous une cloche en verre. Quelques habitués discutaient dans un coin. Une grand-mère goûtait avec sa petite fille à l'autre bout. Personne ne prêta vraiment attention à leur entrée. Ils s'installèrent à une table près de la fenêtre, observant la pluie s'écraser sur le trottoir. La serveuse, une femme d'une trentaine d'années au visage fatigué mais poli, arriva rapidement. « Qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» demanda Julien à Clara, d'un ton neutre. « Un thé, » dit-elle, puis plus bas. « Et est-ce qu'il serait possible d'avoir quelque chose à manger ?»« Tout ce qu'il y a sur la carte, » répondit-il à la serveuse. « Apportez-nous le menu, s'il vous plaît. » Clara prit le menu et l'étudia avec cette attention particulière qu'ont ceux qui commandent rarement. Julien l'observait et ressentit un mélange de douleur et de gratitude. Il réalisait à quel point il avait regardé le vide en appelant cela « vivre ». « Tu peux prendre ce que tu veux », insista-t-il doucement. « Vraiment. » Elle lui jeta un bref regard, le jaugeant, puis posa le menu sur la table. « Pourquoi tu pleurais ?» demanda-t-elle. Sa voix n'était ni curieuse ni agressive. C'était juste la question que personne d'autre ne lui avait posée ce jour-là. Julien resta silencieux une seconde de trop. Puis, il ouvrit la bouche et dit ce qu'il n'avait pas prévu d'avouer. « Parce que je ne sais plus pourquoi je fais tout ce que je fais. » Dehors, la pluie redoublait de violence. La serveuse apporta le thé et les plats. Clara l'écoutait avec ce calme qui n'était pas de l'indifférence, mais de la patience. C'était cette qualité d'attention qu'offre celui qui sait ce que signifie être invisible. Et Julien, qui n'avait pas parlé de lui depuis des années, qui ne s'était même pas autorisé à entendre ses propres pensées à voix haute, commença à se confier. Maladroitement d'abord par phrases courtes. Il parla des matins vides, des chiffres qui grimpent mais ne servent à rien, du fait qu'autrefois, il savait pourquoi il vivait, puis que cette raison s'était perdue en chemin, alors qu'il était trop occupé à accumuler des succès que personne n'avait de raison de célébrer. Clara écoutait. Elle ne l'interrompait pas. Elle ne donnait pas de conseils. Elle mangeait. Elle avait commandé un bol de soupe chaude et du pain, avec une simplicité désarmante, et elle se nourrissait avec une faim sans apitoiement, juste la vérité d'un corps qui a besoin de force. Tout en mangeant, elle lui accordait la même présence qu'à la fontaine du parc. Lorsqu'il eut fini, ou qu'il fit une pause, il n'en était pas sûr, elle dit simplement « Je crois que tu es fatigué de faire semblant que tout va bien. » Il ne répondit pas immédiatement. Il fixait sa tasse de thé qui refroidissait devant lui. « Oui, » admit-il enfin. « Je crois que c'est ça. » La pluie commença à affaiblir. Le crépuscule s'installait sur Vichy avec cette teinte chaude qui précède la nuit. Julien la regarda et réalisa que pour la première fois depuis une éternité, il ne se sentait pas totalement seul dans une pièce en présence d'une autre personne. « Tu dois y aller », affirma Clara comme un constat. Elle regardait la rue, connaissant sans doute le tempo de la journée des autres. « Oui », il hésita. « Et toi ?» Un court silence s'installa. « J'ai un endroit où aller », dit-elle, et il y avait dans cette phrase autant de vérité que de mensonge. Il percevait les deux, mais ne voulait pas donner l'impression d'inspecter sa vie. Il se leva et sortit son portefeuille. Il laissa de l'argent sur la table, plus que nécessaire, mais sans ostentation, pour ne pas transformer le geste en aumône.
juste de quoi couvrir largement ce qu'il n'avait pas consommé. Clara, elle se retourna. « Merci, dit-il. » Il y avait dans sa voix quelque chose de rare chez les hommes habitués au contrôle, quelque chose de vulnérable et de sincère. Elle fit un léger signe de tête, presque imperceptible. Et dans ce geste minuscule et paisible, il y avait quelque chose qui ne s'achète pas, ne se vend pas et ne s'explique pas avec des termes juridiques. Quelque chose qui, pour Julien Morel, en cette soirée pluvieuse au Vieux Moulin, rendit soudain ses entreprises, ses appels téléphoniques et ses signatures de contrats non seulement lointains, mais dérisoires. La nuit tomba sur Vichy avec cette discrétion propre aux villes qui ne se prennent pas trop au sérieux. Pas de cérémonie, pas de changement brusque, juste un assombrissement progressif du ciel et l'allumage des réverbères qui jetaient un éclat jaune sur l'asphalte luisant. Julien marchait vers sa voiture restée devant son bureau et ses pensées étaient différentes, moins bruyantes, comme si quelqu'un avait baissé le volume à l'intérieur de lui. Il monta en voiture mais ne démarra pas tout de suite. Il resta assis dans le silence qui sentait le cuir des sièges et l'air frais de la climatisation qui s'éteignait. Dehors, la pluie s'arrêtait, seule une goutte glissait de temps en temps sur la vitre. Il repensa à Clara, à la façon dont elle était restée sur le banc à se faire mouiller, sans se plaindre, avec ce calme qui n'était pas du mépris de soi, mais une paix profonde avec ce qui est, avec ce qu'elle est. Cette image le hantait d'une manière qui n'était pas désagréable, mais troublante, inhabituelle. Il finit par démarrer et prit la direction de sa maison. Ce n'était pas une villa de luxe, mais la maison de son enfance, située à la lisière du vieux Vichy. Une demeure vaste, faite pour une famille. De hauts plafonds, un parquet en chêne massif qui grinçait aux mêmes endroits depuis des décennies, et un jardin que Madame Vallée, sa fidèle gouvernante, entretenait avec une précision qui dépassait largement sa fiche de poste. Julien y vivait seul depuis 8 ans. Les pièces étaient impeccables, vides, et exhalait une odeur de propre sans-vie. Madame Vallée l'accueillit dans le hall comme à son habitude, les mains croisées, l'expression oscillant entre l'inquiétude et le protocole. « Le dîner est servi, monsieur Julien, annonça-t-elle. « Je n'ai pas faim, Madame Vallée. »« Merci. » Elle resta silencieuse une seconde de plus que d'habitude, ce qui, chez elle, équivalait à un long discours. « Vous êtes resté dehors longtemps. »« En effet. La pluie vous a surpris. Je le vois. » Elle jeta un œil à sa veste humide, mais n'ajouta rien. Elle ne posa pas de questions. Madame Vallée n'était pas du genre à interroger, elle était du genre à tout remarquer et à attendre qu'on lui dise ce qui devait être dit, si cela devait l'être. En 30 ans de service dans cette maison, elle avait appris à distinguer les mauvais jours silencieux de Julien de ses jours calmes, mais celui-ci ne ressemblait à aucun des deux. C'était pour elle le résultat le plus intrigant possible. « Êtes-vous sûr que tout va bien ?» demanda-t-elle avec une pointe de chaleur inhabituelle. « Oui, » répondit-il, et cette fois, il le dit différemment, moins creux. Il monta dans sa chambre, se changea, puis s'installa à son bureau de travail, celui qu'il n'utilisait plus depuis des années que pour empiler des dossiers. Il resta là, dans le noir, sans allumer son ordinateur ni consulter son téléphone. Une phrase tournait en boucle dans son esprit. « Je crois que tu es fatigué de faire semblant que tout va bien. » Au même moment, à l'autre bout du parc, Clara s'était installée dans une niche abritée au flanc d'un vieil immeuble désaffecté. C'était un endroit sec, protégé par 3 murs. Elle avait son petit sac à dos contenant ses maigres possessions. Une vieille couverture, un morceau de savon dans un sachet plastique, des gants pour les nuits fraîches et un petit carnet avec un stylo bille. Elle ne s'en servait pas pour écrire. Elle n'avait jamais vraiment appris à le faire correctement, mais pour dessiner de petits croquis qui l'aidaient à mettre de l'ordre dans ses pensées. Elle dessina la fontaine du parc, celle qui ne marchait plus, le cercle de pierre, les feuilles au fond et une silhouette assise, les mains sur les genoux. Elle-même. Elle pensait à l'homme au costume sombre qui pleurait. À 23 ans, Clara avait appris à lire les gens avec une précision chirurgicale. C'était une question de survie. Elle savait qu'une mauvaise évaluation des intentions d'autrui pouvait mal finir. Elle l'avait payé cher 1 ou 2 fois et ne pouvait plus se permettre l'erreur. Elle l'avait observé attentivement. Elle avait regardé ses mains. Étaient-elles tendues ou ouvertes? Son regard cherchait-il à obtenir quelque chose d'elle, ou avait-il simplement besoin d'être entendu? Ses gestes, la vitesse à laquelle il s'était levé, l'angle de ses épaules, la façon délicate dont il avait posé l'argent sur la table, sans le pousser vers elle, juste là. Sa conclusion était limpide. Cet homme souffrait.
et il était reconnaissant que quelqu'un se soit arrêté. Elle n'était pas habituée à la gratitude. Elle était habituée à être invisible, ou, les mauvais jours, visible de la mauvaise façon, comme un problème dans le champ de vision des autres, plutôt que comme une personne. C'est pour cela que ses yeux à lui, quand il avait relevé le visage pour la regarder vraiment, étaient restés gravés dans sa mémoire. Il ne l'avait pas regardée avec dégoût, ni avec cette pitié condescendante qui n'est qu'une forme d'humiliation déguisée. Il avait regardé, droit, avec confusion, comme s'il n'était pas sûr de ce qu'il voyait, mais qu'il voyait un être humain. C'était une expérience plus rare qu'elle ne devrait l'être. Elle enroula la couverture autour de ses épaules et s'appuya contre le mur. Dehors, la pluie avait totalement cessé, laissant derrière elle cette odeur de pureté propre aux fins d'averse, un mélange de fraîcheur et d'écorce humide. Elle aimait cette odeur depuis l'enfance. L'enfance. Elle y pensait toujours avec une neutralité étrange, comme s'il s'agissait d'un chapitre d'un livre qu'elle aurait lu plutôt que de quelque chose qu'il aurait forgé. Un foyer pour enfants dans une petite ville, des règles strictes mais pas cruelles, des dortoirs avec plus de lits que d'enfants, des éducatrices qui défilaient, arrivant avec de bonnes intentions et repartant épuisées par le manque de moyens. Clara avait appris à être silencieuse, car les enfants calmes obtiennent la paix. Elle avait appris à être utile, car les enfants utiles ont le droit de rester. Elle avait appris à ne pas trop demander, car l'attente comporte un risque de déception trop coûteux. À 17 ans, on l'avait mise à la porte sans vraiment lui expliquer ce que cela signifiait. On lui avait donné une petite somme d'argent et l'adresse d'une institution qui était déjà complète. Et c'était tout. Les 2 premières années avaient été les plus dures. Puis elle avait appris comment survivre à la pluie ou se mettre en sécurité, comment jauger les gens, comment rester entière à l'intérieur quand tout est éparpillé à l'extérieur. Elle ne cherchait pas la compassion, mais elle savait la reconnaître quand elle était sincère. Cet homme, Julien, était sincèrement épuisé, sincèrement reconnaissant. Et elle était sincèrement curieuse de savoir ce qui se cachait derrière ce costume et ses yeux vides. Ce n'était pas du romantisme. Clara n'avait pas de place pour cela dans une vie qui exigeait trop de sens pratique pour la survie. C'était juste de la curiosité pour quelque chose qu'elle ne comprenait pas, mais qui l'attirait comme si elle avait reconnu en lui un semblable. Quelque chose d'usé, à un endroit invisible. Elle ferma les yeux et s'endormit avec l'odeur de l'herbe mouillée. Le lendemain matin, Julien arriva au travail à l'heure habituelle. Mais sa secrétaire, Sylvie, une femme d'âge mûr dont les yeux enregistraient tout, remarqua que quelque chose avait changé. Elle n'aurait su dire quoi. Il était silencieux, mais pas de ce silence fermé et oppressant des semaines précédentes. C'était un silence différent, comme celui d'un homme qui a mis une pensée de côté pour fonctionner, mais dont la pensée reste chaleureuse en arrière-plan. Les réunions s'enchaînèrent normalement. Julien siégeait en bout de table, écoutait les présentations, signait ce qui devait l'être, répondait avec la précision qui était sa marque de fabrique. Mais à un moment donné, pendant une discussion sur un nouveau contrat d'entrepôt, censé rapporter gros, il s'interrompit au milieu d'une phrase et regarda par la fenêtre. Maître Bertrand, assis à ses côtés, suivit son regard. Il n'y avait rien de spécial dehors. Julien reprit la conversation sans explication, mais l'avocat l'observa attentivement le reste de la séance avec cette attention analytique que les juristes développent avec le temps. Après la réunion dans le couloir, Bertrand le rattrapa par le coude. « Julien, je dois te demander quelque chose. Je t'écoute. Est-ce que ça va ?» Et immédiatement, sans attendre de réponse, « Parce qu'on doit signer avec le groupe Novak d'ici vendredi, et s'il y a quoi que ce soit qui puisse affecter ton jugement, je dois le savoir. » Julien le fixa un instant. « Tout va bien, Bertrand. Le contrat sera signé. » L'avocat hocha la tête, satisfait de la réponse professionnelle. Il ne demanda rien de plus. Il ne demanda pas s'il dormait, comment il se sentait, ce qui occupait ses pensées. Ce n'était pas son rôle. Son rôle était de protéger le patrimoine. Et Julien ne lui en voulait pas. Il le voyait simplement, pour la première fois, tel qu'il était vraiment. Pendant les pauses, ses pensées retournaient au vieux moulin, au bol de soupe chaude que Clara mangeait avec appétit, à ses yeux qui le fixaient alors qu'il disait des choses qu'il n'avait jamais osé formuler. Vers midi, il sortit pour une courte marche, une habitude inexistante jusqu'à la veille, et conscient de son geste se dirigea vers le parc. Il ne savait pas ce qu'il cherchait, peut-être rien, peut-être juste une preuve que tout cela était réel, qu'il n'avait pas inventé cette rencontre dans un état d'épuisement extrême. La fontaine était vide. Le banc était sec, malgré l'averse de la veille. Clara n'était pas là. Il resta là une minute, les mains dans les poches, éprouvant un sentiment qu'il ne pouvait nommer, de la déception peut-être,
mais légère. Ou peut-être juste la conscience qu'il existait quelque chose en dehors des murs de verre et des tableurs Excel. Il retourna au bureau. Clara l'avait vu. Elle était de l'autre côté du parc, sur un banc plus éloigné, et elle l'avait observé alors qu'il se tenait près de la fontaine, regardant le bassin vide avant de repartir. Elle n'avait pas appelé, elle n'avait pas fait de signe. Elle avait juste regardé. Elle était prudente, une habitude bâtie au fil des ans, non comme une armure mais comme un conseil qu'elle se murmurait à elle-même. Ne t'attache pas. Chaque menace vient de l'attachement. Chaque perte fait plus mal que si tu étais resté libre. Pourtant, elle ne quitta pas son banc. Elle resta là, le regardant s'éloigner entre les arbres. L'après-midi passa lentement. Clara s'installa à la médiathèque, c'était public, gratuit, chauffé, et passa 1 heure à contempler les rayons de livres qu'elle feuilletait souvent, mais lisait rarement, car la lecture demande une concentration qu'elle n'avait pas toujours. Ce jour-là, elle en prit un petit avec une couverture rigide et essaya. Elle s'arrêta à la moitié de la première page. Les mots venaient lentement, elle devait les déchiffrer un à un, et elle ressentait toujours cela comme un fossé qui la séparait de ce qu'elle aurait voulu être, quelqu'un qui comprend les livres et les porte en soi. Ce n'était pas de la tristesse, juste ce sentiment familier de décalage entre ce qu'elle était et ce qu'elle aurait pu être si les conditions avaient été différentes. Le soir, alors que le soleil couchant teignait le ciel d'orange au-dessus des toits, Julien Morel traversa de nouveau le parc. Cette fois, elle le vit plus tôt, et lui aussi l'aperçut. Ils s'arrêtèrent tous les deux, simultanément, avec une sorte d'étonnement, comme si aucun des deux n'était sûr de la réalité de l'autre. Puis, il s'approcha. « Clara !» Julien qui ne mange pas sa soupe. Il tressaillit, puis esquissa un sourire secret, inattendu, pas ce masque professionnel qu'il arborait en réunion, mais quelque chose de sincère et d'un peu gauche. « Je n'avais pas faim. »« Je vois. » Il s'assit sur le banc à côté d'elle, respectant la même distance que la veille, et elle le laissa faire sans s'écarter. « Comment vas-tu » demanda-t-il. Il y avait dans sa façon de poser la question, sans hâte, comme si la réponse comptait vraiment, quelque chose qui la surprit. « J'étais à la médiathèque, répondit-elle. J'essayais de lire. »« Tu essayais ? Ça va doucement. » Elle le dit sans honte, simplement comme une information technique. « Pourquoi ? » Parce que je n'ai eu personne pour m'apprendre vraiment. Un court silence. Au foyer, on nous apprenait les bases, mais il n'y avait pas d'espace pour plus. Personne pour s'asseoir avec toi et expliquer. Julien accueillit l'information sans commentaire apitoyé, sans ce silence appuyé qui hurle « comme c'est triste ». Il l'accepta, tout simplement. « Qu'est-ce que tu as essayé de lire ?»« Un livre à couverture dure. Ce n'était pas fait pour moi. »« Il faut commencer par ce qui raconte une histoire, dit-il, par ce qui te donne envie de tourner la page. » Elle l'observa de côté. « On dirait que tu t'y connais. Je lisais beaucoup, autrefois. » Il marqua une pause et sa voix se fit nostalgique, lointaine. « Quand j'avais encore une raison de m'arrêter. » Le silence entre eux n'était pas pesant. C'était cette sorte de calme qui n'existe qu'entre des gens qui ont convenu, sans mots, qu'ils ne feraient pas semblant que tout va bien. « Pourquoi tu es revenu, au juste ?» demanda-t-elle brusquement, directement, sans détour. « Je ne sais pas, avoua-t-il. Sans doute pour vérifier que ce qui s'est passé hier était réel. Ça l'était. Je sais, mais j'avais besoin de le confirmer. » Elle le dévisagea un peu plus longtemps que d'habitude. Elle reconnut en lui quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. Une sorte de vide qui cherchait une présence, mais qui ne savait pas comment la demander, car il avait l'habitude que tout se paie. « Il va faire froid cette nuit, » nota-t-elle. Il resta silencieux un instant. Puis, avec précaution, « Il y a un hôtel, un petit endroit pas loin d'ici. Le pavillon bleu, il l'appelle. Je connais le propriétaire. C'est sûr et tranquille. » Il s'interrompit, pesant ses mots. « Je peux réserver une chambre, pour toi, si tu le souhaites. » Clara le fixa longuement. Ce même éclair d'hésitation que la veille, mais cette fois, il dura plus longtemps. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Ce n'était pas un pourquoi méfiant, c'était une question honnête. « Parce qu'on dort mal sur un banc, » répondit-il, « et parce que je pense que tu mérites une nuit où tu n'as pas à dormir avec un œil ouvert. » Cette phrase pénétra en elle, là où vivait la peur d'accepter quelque chose de bien de peur qu'on ne vous l'arrache. Tu paierais la chambre et tu ne demanderais rien. Rien. Pourquoi devrais-je te croire? Tu ne me connais pas assez pour ça, admit-il sans se défiler. Mais je peux te donner la clé avant de te donner quoi que ce soit d'autre. Je te donne le numéro de la chambre et l'adresse et tu y vas seul. Je ne viendrai pas. Tout ce que tu feras,
Tu le feras selon tes propres conditions. » Clara regarda le ciel qui s'assombrissait, puis elle retira ses mains de ses genoux pour les poser sur ses cuisses, paume vers le haut, un petit geste qui, pour elle, signifiait beaucoup. « D'accord, » accepta-t-elle. Julien se leva et se rendit à la réception du pavillon bleu qui se trouvait effectivement à 3 rues de là. Il réserva la chambre numéro 10, calme, au premier étage, avec vue sur le jardin intérieur. Il revint et lui tendit la clé. « Numéro 10. Mon nom n'est pas sur la réservation, c'est le tien. Clara. » Ça suffit. Elle prit la clé et la serra dans sa main. « Merci, » dit-elle. Il n'y avait ni soumission, ni drame dans ces mots. Juste la vérité. Il partit. Elle resta sur le banc encore quelques minutes, puis se leva, jeta son sac sur son épaule et se dirigea vers l'hôtel. Dans la chambre numéro 10, petite, avec des draps blancs et un radiateur qui ronronnait doucement, elle ferma la porte derrière elle et s'y appuya. Elle regarda la pièce. Le lit, la table de chevet, la fenêtre sur le jardin. Calme, chaud, sûr. Elle enleva ses chaussures et posa ses pieds sur le tapis, savourant la douceur avec cette attention que l'on porte à quelque chose qu'on avait oublié. À l'autre bout de la ville, Julien était assis à son bureau dans sa maison vide, fixant ses clés de voiture. Pour la première fois depuis très longtemps, il ne ressentait pas ce vide abyssal dans sa poitrine. Il était toujours là, quelque part, mais plus petit. Et sur ses bords, quelque chose de ténu et de chaud comme la première étincelle dans une pièce glacée. Il ne savait pas ce que c'était. Il ne savait pas ce que cela deviendrait. Mais cette nuit-là, il dormit mieux qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Le matin, dans la chambre numéro 10, commença sans réveil. Clara s'éveilla comme quelqu'un qui a dormi profondément, lentement, sans panique, sans ce sursaut qui était sa norme depuis qu'elle vivait dehors, où chaque bruit pouvait être une raison de fuir ou de se cacher. Elle resta allongée 1 minute, fixant le plafond blanc, écoutant le silence seulement troublé par le bourdonnement du radiateur et, au loin, le chant des oiseaux. Elle bougea les doigts. Les draps étaient d'une douceur incroyable. Cela la surprenait à chaque fois, comme si son corps oubliait que de telles choses existaient et devait réapprendre à chaque contact. Elle se leva, alla à la salle de bain et ouvrit le robinet d'eau chaude. Elle resta sous la douche plus longtemps que nécessaire. Elle ne pensait à rien de spécial. Elle sentait juste l'eau couler, chaude, régulière, sans hâte. Elle descendit pour le petit déjeuner avec une pointe d'hésitation. La salle de l'hôtel était petite, 5 tables, avec une dame âgée qui disposait des corbeilles de pain et une jeune serveuse efficace. Clara s'installa près de la fenêtre, commanda un thé et des tartines. Elle mangea lentement, observant le jardin qui s'éveillait sous les ombres matinales. Personne ne la regardait avec mépris. Personne ne la jugeait. 2 clients à une autre table discutaient à voix basse d'affaires et ils ne lui prêtèrent pas plus d'attention qu'à un manteau accroché dans un coin. Cette insignifiance était une bénédiction. Julien entra au bureau à 10 heures, 1 heure inhabituellement tardive pour lui. Sylvie le regarda brièvement, pinça les lèvres et dit simplement « Maître Bertrand a appelé 2 fois. »« Je sais, » répondit-il en se dirigeant vers son bureau. L'avocat l'attendait avec l'expression d'un homme habitué à patienter, car il savait que dans le monde des affaires, la patience a un prix, mais pas infini. « Le contrat Novak, » commença Bertrand dès que Julien fut assis. « Vendredi. Vendredi, ce n'est pas assez. Novak veut signer mercredi. Il y a un autre soumissionnaire sur le coup. Qu'il y soit. S'il veut nos conditions, il attendra vendredi. » Bertrand marqua un temps d'arrêt. En 20 ans, il n'avait pas l'habitude de ce ton chez Julien, un ton calme, pas froid, pas agressif, juste calme, avec une sorte d'assise qui n'était pas là hier. « Très bien, » dit-il enfin en prenant des notes. « Et pour l'audit financier du 2e trimestre, as-tu une vue d'ensemble ? Sylvie a tout. Dis-lui de te préparer le dossier. » Bertrand rangea ses papiers dans sa mallette, mais ne se leva pas tout de suite. « Julien, un silence court et dense. Tout va vraiment bien ? Je te l'ai dit. Oui, tu l'as dit, mais c'est un bien différent de celui d'hier. » Julien le fixa. « Je ne vois pas de quoi tu parles, Bertrand. »« Bien sûr que non. » Il se leva. « Le contrat vendredi, donc. » Il sortit. Julien resta avec un sentiment qui étirait imperceptiblement le coin de ses lèvres, quelque chose entre la confusion et la satisfaction que quelqu'un ait remarqué la différence. Même Bertrand, d'ordinaire si aveugle à tout ce qui n'avait pas de valeur monétaire. Vers midi, Julien appela l'hôtel. « Mademoiselle Clara, reste-t-elle une nuit de plus ?» Un court silence à la réception. « Oui,
La réservation est pour 2 jours. Julien ferma les yeux une seconde. Il ne savait pas pourquoi cela l'encourageait autant. S'il vous plaît, si elle a besoin de quoi que ce soit, mettez-le sur mon compte. Mais ne lui dites pas que j'ai appelé. Clara le vit dans le parc l'après-midi, ou peut-être fût-ce lui qui la vit. Ce n'était pas clair car ils se dirigèrent tous deux vers la fontaine avec cette discrétion propre à ceux qui n'ont pas de rendez-vous, mais partagent un rythme qui les attire au même endroit. Ils s'assirent. Le soleil était bas, doux, jetant de longues ombres entre les arbres. « Comment est la chambre » demanda-t-il. « Chaude. »« C'est bien. » Un silence s'installa. Puis elle reprit. « Ton bureau est là-bas, j'ai vu la plaque sur l'immeuble. »« Morel Logistique and Immobilier. »« Oui. »« Beaucoup d'employés ?»« 30 à Vichy. Plus à Clermont et à Lyon. » Elle regardait droit devant elle. « Et toi, tu restes sur un banc à pleurer. » Il n'y avait aucune moquerie dans sa voix. C'était juste le constat de l'étrangeté de cette image. Il ressentit le besoin de se justifier, mais il l'étouffa. « Oui, c'est brillant. » Et elle le dit sans sarcasme, comme si c'était la réponse la plus juste. Ils se turent un moment, puis il demanda « Pourquoi tu t'es arrêté, hier ? Pourquoi tu es venu vers moi ?» Clara détourna brièvement le regard vers lui avant de fixer l'horizon. « Parce que tu avais l'air d'un homme qui avait besoin que quelqu'un s'arrête. » Un court silence. Dans la rue, on apprend à reconnaître ce genre de détresse. On se voit entre nous. Je n'étais pas dans la rue. Non, mais la douleur est la même. Julien accueillit cette phrase en silence, comme on accueille un poids lourd qui ne vous écrase pas, mais vous stabilise. « Tu viens d'où » demanda-t-il. « D'un foyer, à Moulins. » Elle le dit de façon neutre, sans chercher à atténuer le choc. « J'ai perdu mes parents quand j'avais 6 ans. Mon père, la maladie, ma mère aussi. Ils sont partis presque ensemble. » Une pause. Le foyer, c'était correct. Ce n'était pas une maison, mais c'était correct. Et quand tu as eu 17 ans? Quand j'ai eu 17 ans, j'ai reçu une enveloppe avec un peu d'argent et l'adresse d'une institution qui n'avait pas de place. Sa voix était régulière, sans tremblement. Vichy était la ville suivante. Je pensais trouver du travail plus facilement dans une ville plus petite. Tu en as trouvé? Non, pas tout de suite. Elle avait fait quelques bricoles. Ménage, manutention occasionnelle, 1 semaine dans une boulangerie, jusqu'à ce que le patron décide de faire des économies. Mais rien de durable, rien avec une couverture sociale, sans document prouvant qu'elle existait au sens administratif. Mes papiers ne sont pas en règle. Ma carte d'identité est périmée. Sans carte, pas de compte bancaire, pas de contrat, pas de bail. Un cercle qui se referme sur lui-même. Julien écoutait. Il ne l'interrompait pas. Il ne proposait pas de solutions immédiates. Il écoutait avec une attention rare chez les hommes habitués à régler les problèmes sur le champ, car il sentait qu'elle n'avait pas besoin de solution à cet instant. Elle avait besoin d'être entendue. « C'est pour ça que tu es dans le parc, » conclut-il. « C'est pour ça. » Silence. Puis, « De quoi as-tu besoin pour une nouvelle carte d'identité ?» Clara se tourna brusquement vers lui. Et ce mouvement brusque disait tout de l'habitude qu'elle avait d'entendre la question sous-jacente, celle qui demande « Et qu'est-ce que j'obtiens en échange ?» Je ne demande pas cela comme un troc. Je demande pour information, précisa-t-il d'une voix calme. Elle le fixa longuement. Je dois aller à Moulins, à la mairie. C'est là qu'est mon acte de naissance. Avec ça, je peux avoir une nouvelle carte. Mais le voyage et le temps et les documents qu'il demande, ça peut s'arranger, dit-il. Julien. Elle prononça son nom pour la première fois directement et il ressentit une étrange chaleur. Je n'ai pas besoin d'être ton projet. Je sais. Un court silence. Mais tu peux me permettre d'être utile sans que ce soit un projet. L'un n'empêche pas l'autre. Clara regarda la fontaine. Puis elle dit quelque chose qui lui remonta à la gorge. Mon père disait que d'aider sans rien demander en retour montre le caractère, pas la faiblesse. Quelqu'un t'a déjà dit ça? Mon père aurait dit la même chose, répondit-il doucement. Mais j'avais oublié d'écouter. Quelque chose passa entre eux à cet instant. Un lien silencieux, non verbal, comme une reconnaissance. Pas romantique, pas dramatique. Juste 2 êtres qui avaient appris à survivre aux 2 extrémités opposées d'un même tableau et qui se trouvaient soudain assez proches pour voir que le tableau était le même. « Je te dirai ce qu'il faut », finit-elle par dire. « D'accord. Mais pas aujourd'hui. Quand tu voudras. » Elle se leva, s'éclaircit légèrement la gorge, enfonça ses mains dans les poches de sa veste. « J'y vais. » Puis, sans se retourner complètement. « Merci pour la chambre. » « Bonne nuit, Clara. » Elle s'éloigna vers l'hôtel, et il resta sur le banc,
jusqu'à ce que le soleil disparaisse totalement, ne laissant que l'air frais qui sentait la soirée. Le lendemain matin, Julien entra au bureau avec un sac à la main. Sylvie l'observa. « Qu'est-ce que c'est ?»« Des livres. »« Des livres ? L'un est pour toi, l'autre. Apporte-le au pavillon bleu. Au nom de Clara, chambre 10. Dis à la réception de le laisser devant sa porte, sans mots. » Sylvie prit le sac, le regarda, puis le regarda lui. « Allez-vous me dire ?»« Non. » Un silence. « On y va pour cette réunion ou on attend ?» demanda-t-il, et son ton était professionnel, mais un petit quelque chose étirait le coin de ses lèvres. Sylvie posa le sac et se dirigea vers la salle de conférence sans plus de questions. Mais en marchant, elle arborait une expression que Julien n'avait pas vue depuis des années, un sourire discret et bienveillant qu'elle ne gaspillait d'ordinaire jamais pendant les heures de travail. Clara ouvrit la porte de sa chambre l'après-midi même et faillit marcher sur le sac. À l'intérieur se trouvait un livre fin, une histoire, pas de la philosophie, avec une couverture représentant la mer et un vieux port. Pas de mots. Mais elle savait. Elle s'assit sur le lit, ouvrit à la première page et commença à lire. Cette fois, elle ne s'arrêta pas à la moitié. L'après-midi amena un visiteur inattendu dans le bureau de Julien. Maître Bertrand entra avec l'expression que Julien avait appris à reconnaître au fil des ans, celle qui signifie qu'il a une nouvelle qui n'est pas bonne, mais que l'avocat expose avec calme, car l'émotion coûte cher. Novak a retiré son offre. Julien leva les yeux de ses dossiers, totalement, qu'il est parti avec un autre prestataire. Bertrand s'assit sans y être invité. « Nous avons perdu un contrat de 2 millions d'euros par an, parce que tu as insisté pour vendredi. » « Je sais. » « Julien, ce n'est pas une broutille. »« Je sais que ce n'est pas une broutille. Alors explique-moi. » Bertrand commença puis se tut. Il le dévisagea. « Ça ne te touche pas. »« Non. » « 2 millions d'euros ne te touchent pas. »« Non. » L'avocat resta dans un silence inhabituel pour un homme qui avait toujours quelque chose à dire. Puis il regarda Julien bien en face. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et Julien, qui avait répondu à cette question par « Tout va bien toute la semaine », répondit différemment cette fois. « Je ne sais pas encore, dit-il, mais je crois que c'est une bonne chose. » Bertrand rangea ses dossiers, se leva et s'arrêta à mi-chemin de la porte. « Es-tu conscient que cela mène à prendre des décisions d'affaires qui... » « Oui, coupa Julien. J'en suis conscient. » Bertrand sortit. Julien resta seul dans son bureau, les fenêtres donnant sur le parc. Il regardait vers la fontaine qu'on apercevait à peine entre les arbres. Il ne ressentait ni culpabilité ni peur. Il ressentait quelque chose dont il devait se rappeler le nom, car il s'était écoulé tellement de temps que le mot lui échappait. La sérénité. C'était de la sérénité. Le soir, il traversa le parc et ne la vit pas sur le banc. Mais il vit la lumière dans la chambre numéro 10, jaune et chaude derrière le rideau. Et cela lui suffit pour la journée. Le matin apporta un froid qui sentait le changement. L'air était plus vif. Les arbres du parc perdèrent leur couleur. Les feuilles devenaient plus pâles, sèches, sur les bords, prêtes à s'envoler au moindre vent. Un de ces matins où la ville semble se préparer à quelque chose, sans savoir quoi. Julien était attablé pour le petit déjeuner chez lui. Un vrai repas, contrairement aux dernières semaines où il mangeait debout dans la cuisine ce que Madame Vallée avait laissé sur le comptoir. Il mangeait en regardant par la fenêtre le jardin. Madame Vallée passait d'une pièce à l'autre avec cette efficacité silencieuse qui n'avait pas besoin d'approbation, mais elle l'a reçue quand Julien, pour la première fois depuis longtemps, la regarda passer et dit « Madame Vallée, ce matin le petit déjeuner est particulièrement bon. » Elle s'arrêta net, elle se retourna. Sur son visage, d'ordinaire empreint d'un dévouement sans chaleur, passa quelque chose dont elle-même n'était pas tout à fait consciente. Un peu de surprise, un peu de joie. Une pointe de timidité que l'on voit rarement chez les femmes d'un certain âge, car elles ont appris à la cacher. « Les confitures viennent du marché, monsieur Julien, » répondit-elle avec retenue. « Elles sont toujours meilleures que celles du commerce. Prenez-en davantage la prochaine fois. » Elle hocha la tête et continua son chemin, mais d'un pas plus léger. Julien le remarqua. Il finit son assiette. Clara, de son côté, se trouvait à la médiathèque. Elle consultait un ouvrage sur les ports maritimes et les routes commerciales. Pas celui de la chambre, qu'elle avait déjà terminé, mais un autre, ancien, à couverture rigide. Elle avait demandé conseil à la bibliothécaire, Madame Bisset, une femme aux cheveux courts et au tempérament vif, dont l'amour des livres se mêlait à une certaine intolérance pour les visiteurs bruyants. Madame Bisset l'avait jaugé d'un bref regard à son entrée, mais comme Clara se montrait silencieuse et respectueuse des rayons, une neutralité bienveillante s'était installée.
Celui-ci est bien pour vous, dit Madame Bisset, en posant un autre livre sur la table, plus fin, avec des illustrations de navires et de cartes. Il y a des images, c'est plus facile à suivre. Clara l'ouvrit. La bibliothécaire avait raison. Elle lut pendant 1 heure, le doigt sous la ligne, lentement. Toutes les quelques pages, elle s'arrêtait et répétait mentalement ce qu'elle venait de lire, comme pour mieux l'imprimer. Ce n'était pas un processus plaisant, c'était un effort, avec le sentiment que ce qui était simple pour les autres lui coûtait beaucoup plus. Mais de temps en temps, un paragraphe résonnait en elle, et l'effort se transformait en une satisfaction fière. À un moment, elle leva les yeux vers la fenêtre et pensa à Julien. À ce qu'il avait dit, il faut commencer par ce qui raconte une histoire, au fait qu'il avait compris sans qu'elle ait besoin d'expliquer pourquoi. Elle ferma les yeux 1 seconde, puis elle les rouvrit et reprit sa lecture. L'après-midi amena une visite que Julien n'avait pas sollicitée. Bertrand entra accompagné d'un homme que Julien ne reconnut pas immédiatement, grand, les tempes grisonnantes, un costume gris plus onéreux que celui de Julien. Ce n'est que lorsque l'homme lui tendit la main que Julien fit le lien. François Renard, se présenta l'individu. Nous travaillons ensemble sur recommandation de maître Bertrand. Vous avez un contrat qui m'intéresse. Bertrand s'assit à l'écart avec l'expression de quelqu'un qui a agi sans demander, mais qui est convaincu d'avoir pris la bonne décision. « Quel contrat ?» demanda Julien. « Le couloir logistique du centre. L'entrepôt de Moulins. J'ai entendu dire qu'il était en jeu. » Bertrand intervint. « François est intéressé par un investissement conjoint. Je lui donnerai un aperçu des conditions. » Bertrand. La voix de Julien était calme et ferme. « Nous n'avons pas discuté de l'introduction d'un tiers. Si, mardi dernier. Nous n'avons pas parlé d'investissement conjoint. Nous avons parlé d'une revue des conditions. » Un court silence s'ensuivit. François Renard observait les 2 hommes avec l'air de celui qui a l'habitude que les obstacles s'écartent d'eux-mêmes. « Je comprends vos réserves, » commença Renard. « Mais avec mon capital et votre logistique, ce couloir... » « Je vous remercie de votre visite, » coupa Julien poliment. « Bertrand, vous avez un rendez-vous à 15h30. Ne le manquez pas. » Renard se leva plus lentement qu'il n'aurait dû, avec une expression oscillant entre la surprise et une humiliation qu'il cachait derrière un hochement de tête poli. « Si vous changez d'avis, » dit-il. « Je ne changerai pas. Mais merci. » Ils sortirent. Julien resta dans son bureau et pour la 2e fois en peu de temps, ne se demanda pas s'il avait perdu quelque chose de précieux. Il regardait simplement par la fenêtre, avec cette paix qui devenait moins étrange de jour en jour. Le soir, Clara était sur le banc quand il s'approcha. « J'ai fini le livre, » annonça-t-elle d'un ton léger, presque joyeux. « Il t'a plu? Tu l'as lu, toi ?»« Il y a longtemps. Il y a un passage où ils décrivent un bateau qui entre au port. Ils disent que l'équipage sait qu'il est arrivé non pas à la lumière, mais à l'odeur de la terre qui vient avec le vent. Une courte pause. Ça m'a plu. L'idée qu'on arrive chez soi à l'odeur. » Julien la regardait et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps pour les livres, de la curiosité. Pas pour le contenu, mais pour la façon dont elle le lisait, ce qu'elle en retirait, ce qu'elle trouvait dans les mots. « Est-ce que tu as parfois l'impression de savoir où tu vas ?» demanda-t-il. « Non, jamais. » Elle le dit franchement. On croit savoir, puis quelque chose bouge sous nos pieds. Elle s'interrompit, comme la terre sur laquelle on se tient et qui commence à glisser. « Oui. Seulement, on continue de marcher. Et ça suffit. » Elle le regarda. « Parfois, c'est tout ce qu'on a. » Ils se turent un moment. L'air froid sentait les feuilles mortes et le lointain. « J'ai parlé à une femme à la médiathèque ce matin, Madame Bisset. Elle m'a dit quelque chose de bizarre. »« Quoi ?» ?»« Elle a dit que l'amour de la lecture n'est pas un don avec lequel on est, que ça se construit, comme un muscle. C'est une femme intelligente. Je lui ai dit que je lisais lentement. Elle a dit que « lentement » veut dire « attentivement » et qu'attentivement vaut mieux que vite. Julien regarda la fontaine. « Demain, je vais à Moulins. » Clara se tourna brusquement vers lui. « Quoi ? Je dois y régler quelques affaires. » Un court silence. « Si tu veux, tu peux venir. On s'occupera de tes papiers ensemble. » Clara le fixa avec cette analyse qui travaillait toujours en elle. Elle cherchait l'angle, la raison derrière le geste. « Pourquoi perdre autant de temps ? » « Parce que j'y serai de toute façon, » répondit-il. « Et parce que les papiers restent des papiers. Ça prend 1 semaine sans raison quand on s'en occupe seul, et un jour avec quelqu'un qui sait où aller. » La logique était implacable. Clara le savait. « Demain matin, dit-elle enfin, à 9h, devant l'hôtel. » Elle hocha la tête. «
brièvement, mais clairement. Le trajet jusqu'à Moulins dura un peu plus d'1 heure. Julien conduisait, elle était assise sur le siège passager, les mains sur les genoux, regardant par la vitre les arbres et les champs qui défilaient. Elle ne parlait pas beaucoup, mais ce n'était pas un silence pesant. C'était le silence de 2 êtres capables de se taire ensemble sans que ce soit un problème. À mi-chemin, Clara dit « Je n'ai jamais été dans une voiture avec quelqu'un qui me conduit. » Puis elle ajouta aussitôt « J'ai pris le bus et des camions, mais pas comme ça. Comme ça, comme si j'allais quelque part, comme si j'avais une raison. » Julien fixait la route et ne répondit pas tout de suite. Quand il parla, ce fut d'une voix douce. « Tu as une raison. » La mairie de Moulins était un bâtiment de briques jaunes, avec des couloirs qui sentaient le vieux papier, la climatisation et le café de la machine du hall. L'employée, une femme d'un certain âge dont l'expression suggérait qu'elle en avait déjà assez pour la journée, changea de visage quand Julien se tint aux côtés de Clara au guichet et exposa calmement leur demande. Sans hâte, sans arrogance, juste avec clarté et courtoisie. L'acte de naissance était aux archives. Cela prit du temps. Ils attendirent dans le couloir sur des bancs en métal qui grinçaient sous leur poids. « Tu es resté combien de temps à Moulins ?» demanda-t-il bas. « Jusqu'à mes 17 ans. » Un court silence. Le foyer était là-bas, rue de Bourgogne. Ce n'est plus un foyer maintenant, c'est autre chose. Elle fixait le sol. Je suis passé devant une fois. Il y avait une nouvelle porte, en plastique. Ce n'était plus notre porte. Notre ? La porte du foyer ? Elle se reprit doucement. Ce n'était plus la même. Il accueillit cela sans commentaire. Il comprenait qu'il existe des formes d'attachement sans remède ni but. Elles existent, c'est tout, et il faut leur laisser de l'espace. L'acte de naissance arriva au bout de 40 minutes. L'employé le remit à Clara avec une expression un peu moins lasse qu'au début. Sur le chemin du retour, Clara tint le document dans sa main tout le long, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse. Le papier était un peu jauni, avec un tampon légèrement baveux, mais lisible. « Avec ça, tu peux aller au commissariat pour une carte provisoire, » dit Julien. « Je sais. » Un court silence. « Personne ne m'avait dit que c'était si simple. » « Ce n'est pas simple en soi. Il faut savoir où aller. Et il faut avoir une voiture pour y arriver, » ajouta-t-elle. Et ce n'était pas un reproche. C'était une vérité énoncée froidement. « Oui, » admit-il. « C'est vrai aussi. » Il s'arrêta devant un restaurant à Moulins, un vieil établissement avec des chaises en bois et un menu écrit à la main sur les tables. « Tu n'as pas faim ?» demanda-t-il. « Si. Ils font un bon ragoût ici. J'y suis venu avec mon père il y a longtemps. » Quelque chose dans cette phrase, « il y a longtemps », dit à Clara qu'il existait une part du passé de Julien qui était silencieuse, pas verrouillée, juste silencieuse. Elle ne posa pas de questions. Ils entrèrent. Ils mangèrent sans hâte. Le ragoût était excellent, épicé avec du pain frais et des verres de jus de fruits que personne n'avait demandé, mais que le serveur apporta avec un sourire typique de la région. Sur la route du retour, Clara s'endormit dans la voiture peu après la première heure. Julien conduisait en silence et jetait de temps en temps un regard vers elle, la tête appuyée contre la vitre, les mains détendues sur ses genoux, le visage apaisé comme celui de quelqu'un qui a déposé un fardeau porté trop longtemps. Il pensait à son père, à la façon dont il aurait vu cette scène et à ce qu'il aurait dit. Il pensait que son père, un homme discret qui savait que la valeur d'un homme n'a rien à voir avec ses comptes en banque, aurait hoché la tête, sans drame, juste un signe de tête. Lorsqu'ils arrivèrent à Vichy, Clara s'éveilla doucement, regarda autour d'elle et dit « J'ai dormi longtemps ? 1 heure, peut-être plus. »« Pardon. »« Il n'y a pas de quoi, » répondit-il, et il le pensait littéralement. Il s'arrêta devant l'hôtel. Elle descendit, se retourna, l'acte de naissance toujours à la main. « Julien. » Brièvement. « Demain, je vais au commissariat. »« Je sais. Je veux y aller seul. »« Je sais. » Ils se regardèrent une seconde. « Merci, » dit-elle. Et dans ce mot, il y avait plus qu'un simple au revoir. C'était la reconnaissance de quelque chose qui valait plus que les kilomètres parcourus. Elle entra. Julien resta dans sa voiture encore 1 minute en silence, fixant l'hôtel. Puis il démarra et rentra chez lui. Il dîna avec Madame Vallet à la même table, un vrai dîner en discutant. Elle annonça que la pluie était prévue pour le lendemain et qu'il fallait protéger les fleurs du jardin. Il répondit qu'il l'aiderait. Elle le regarda avec cette expression qu'elle ne savait pas nommer, mais qui ressemblait à un « enfin ». Julien s'endormit tôt, et pour la 2e fois en quelques jours, profondément. La carte d'identité arriva 1 semaine plus tard.
Clara récupéra le document au guichet du commissariat avec cette attention particulière qu'on porte aux choses qui vous ont été arrachées plutôt que données, avec une pleine conscience de leur poids. La photo sur la carte était un peu figée, comme le sont toujours les photos d'identité, mais en dessous figurait son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance. Un numéro qui prouvait qu'elle existait dans les registres, qu'elle était répertoriée, qu'elle était réelle au sens bureaucratique, si absurdement important dans la vie moderne. Elle resta dehors devant le commissariat, contemplant la carte dans sa main plus longtemps qu'il n'aurait fallu. Elle ne pleura pas, mais elle prit une grande inspiration et ressentit quelque chose qui ressemblait à un sol sous ses pieds, concret, solide, familier. Le soir, elle se rendit au parc et attendit Julien sur le banc près de la fontaine. Elle ne l'avait pas appelé. Elle n'en avait pas les moyens, ils n'avaient pas échangé leur numéro de téléphone, mais elle savait qu'il viendrait. Et il arriva, comme chaque après-midi, les mains dans les poches et cette démarche qui, chaque jour, se redressait un peu plus. Elle posa la carte sur le banc, entre eux. Il la regarda. Il la prit, vit la photo, son nom et tout le reste, puis la rendit sans dire un mot immédiatement. Il se contenta de regarder, et dans ce regard, il y avait quelque chose qui disait « Je vois ce que cela signifie pour toi, plus que je ne pourrai jamais l'exprimer avec des mots. Demain, je chercherai un appartement, annonça Clara. Je sais, répondit-il. Je ne sais pas si j'ai assez d'économies pour le premier loyer, mais j'ai une agence immobilière, dit-il doucement. Il y a un studio dans le centre, vide. La propriétaire est une femme âgée qui cherche une locataire fiable, pas forcément quelqu'un avec de gros revenus. Un court silence. Je peux l'appeler. Clara regarda droit devant elle. Je ne cherche pas de cadeau. Je sais, ce n'est pas un cadeau. C'est de l'entremise. Tes papiers sont en règle maintenant. Tu peux signer un bail, payer un loyer, être une locataire légale. C'est tout ce que la propriétaire demande. Silence. Combien demande-t-elle? Je lui demande demain, mais réellement pour cette surface moins que tu ne le penses. Clara accueillit cette réponse et la rangea dans cet espace en elle où elle pesait les choses, la logique, la vérité, les intentions cachées. Dans ce cas, la logique était claire, la vérité sans doute. Les intentions cachées, elle n'en trouva aucune. Et cela suffisait. D'accord, accepta-t-elle. Demande-lui. Le studio se trouvait rue de l'Hôtel de Ville, au 2e étage d'une maison ancienne et solide. Des murs épais de haut plafond, un parquet un peu usé mais propre, une fenêtre sur la rue, une autre sur une petite cour avec un vieux tilleul au milieu. La cuisine et la salle de bain étaient séparées, ce qui n'était pas courant pour une telle surface. La propriétaire s'appelait Madame Lefebvre, 72 ans, les cheveux gris ramassés en chignon, marchant avec une canne mais le buste droit. Elle reçut Clara avec ce regard dont les femmes âgées toisent les plus jeunes, mesurant non pas le patrimoine, mais le caractère. Clara se tint devant elle calmement, sa carte d'identité dans son sac, sans geste nerveux. « Travaillez-vous » demanda Madame Lefebvre. « Je cherche du travail, répondit Clara. J'ai mes documents. Je vais m'inscrire au Pôle emploi demain. Savez-vous cuisiner? Oui. Savez-vous faire le ménage? Oui. Madame Lefebvre la fixa encore une seconde, puis se tourna vers la pièce. Le loyer est bas parce que je n'ai pas besoin de beaucoup. J'ai besoin de paix dans la maison et de quelqu'un qui respectera les murs. Elle se retourna. Pouvez-vous respecter les murs? Je le peux. Un court silence. Alors nous sommes d'accord. Julien attendait dehors dans sa voiture. Clara sortit avec une expression difficile à décrire, pas de la joie, mais quelque chose de plus calme et de plus profond, comme quand quelque chose qui a flotté longtemps finit par se poser sur une terre ferme. Elle monta en voiture. « Alors » demanda-t-il. « Je le prends » répondit-elle. Puis, après une courte pause, « Merci ». Ce merci sonnait différemment des précédents. Il était un peu plus sourd, et il contenait cette part d'inexprimé, celle qui dit que tu acceptes quelque chose de bien sans te sentir diminué, sans fuir, sans considérer que tu ne le mérites pas. Julien fixait la route devant lui. « Je pars la semaine prochaine en voyage d'affaires, Clermont et Lyon, 3 jours. »« D'accord. Madame Vallée, ma gouvernante, saura que tu es dans l'appartement. S'il y a quoi que ce soit à réparer ou à arranger, elle a mon numéro. » Julien. « Oui. Arrête de t'inquiéter. » Sa voix ne changea pas, mais quelque chose en lui sourit. « L'habitude, dit-il. » Une semaine après son emménagement, Clara avait un travail. Elle s'était inscrite au Pôle emploi et avait été orientée vers un entretien dans une entreprise de confection qui cherchait une aide ouvrière pour l'emballage des commandes. Le travail n'était pas glamour. Station debout, emballage, étiquetage,
8 heures par jour avec une pause de 30 minutes. Mais c'était avec un contrat. Avec le contrat venait la sécurité sociale, l'assurance maladie, le droit au congé et le droit à l'existence au sens administratif plein. Clara signa le contrat et lut chaque page lentement, le doigt sous la ligne, ce qui surprit un peu ses collègues, mais personne ne dit rien. Sa collègue de l'établi voisin s'appelait Martine, le même âge, un visage rond, avec l'habitude de parler tout en travaillant et pendant les pauses. Elle accepta Clara sans cérémonie et avec une ouverture naturelle qui ne demandait rien de plus qu'une réponse de la même mesure. « Tu viens d'où » demanda Martine à la première pause en mangeant un sandwich. « De Moulins, mais je vis ici maintenant. Seul ? Seul. Moi aussi, je suis resté seul longtemps. Puis on s'habitue. » Elle mordit dans son sandwich. « Et puis on finit par apprécier. » Clara sourit. Le travail était physiquement éprouvant, mais ce n'était pas un problème. Son corps savait travailler. Il l'avait appris auparavant, de diverses manières, et maintenant, il avait une direction dans laquelle cette force s'exerçait. À la fin de la première journée, elle sortit et s'arrêta sur le trottoir devant l'usine. Elle respira l'air qui sentait l'asphalte et un peu la machine, et pensa « J'ai une adresse, j'ai un document, j'ai un travail, j'ai un lit qui est à moi. » Elle ne le pensa pas avec exaltation. Elle le pensa avec une gratitude calme qui n'est pas bruyante, qui s'assoit dans la poitrine, tranquille et chaude, et ne demande pas de confirmation. Quand Julien revint de son voyage d'affaires le jeudi soir, il entra chez lui et Madame Vallée lui dit sans qu'il le demande « Mademoiselle Clara va bien. Elle est passée à la pharmacie mardi. Elle a demandé où se trouvait la droguerie. C'est bon signe. » Il regarda Madame Vallée. « Vous la connaissez ? J'étais dans le parc une fois quand vous discutiez, » répondit-elle calmement. « Je ne vous ai pas dérangé, mais j'ai vu. » Un court silence. « C'est une bonne jeune femme. » « Je sais. Et bien plus intelligente qu'elle ne le croit. » Julien posa son sac et s'assit à table. Madame Vallée apporta le dîner sans qu'il le demande, et ils s'assirent ensemble, ce qui était une nouveauté, étant donné qu'ils avaient les mangés séparément pendant des années, lui à la grande table, elle dans la cuisine. Cette fois, elle s'assit en face de lui et mangea avec ce silence qui était confortable. « Madame Vallée, commença-t-il. »« Oui. À quand remonte la dernière fois où vous êtes allée au théâtre ?» Elle releva les yeux de sa fourchette. « Au théâtre ? Ou à un concert ? Quelque part, en dehors de cette maison. » Elle le fixa longuement. « 18 ans, répondit-elle enfin. C'était à l'Opéra de Vichy, une pièce classique. Mon mari m'y avait emmené pour notre anniversaire. Il est décédé 2 ans plus tard. » Julien hocha la tête. « Il y a une première au théâtre municipal samedi. » Un court silence. « J'aimerais que vous veniez. » Madame Vallée posa sa fourchette. « Je n'ai pas de tenue. Vous avez cette robe en soie que vous avez achetée à Lyon et que vous n'avez jamais portée. » Elle regarda la table. Sur son visage se jouait ce qui se joue sur le visage des femmes qui ont longtemps été l'arrière-plan de la vie des autres et qui ont oublié qu'elles avaient elles-mêmes un premier plan. « D'accord, finit-elle par dire, et il y avait dans sa voix une joie timide qui était totalement authentique. Le samedi fut calme et un peu nuageux. Julien traversa le parc à midi avec l'intention de vérifier un dossier à l'entrepôt l'après-midi, mais ses pas le menèrent vers la rue de l'Hôtel de Ville presque automatiquement. Il s'arrêta devant le numéro 7, regarda en haut vers la fenêtre du 2e étage où le rideau bougeait légèrement au vent. Il n'appela pas. Il n'avait pas de raison. Il resta juste là, regardant la fenêtre, éprouvant quelque chose de chaud et de calme qu'il est difficile de nommer et qu'il préféra laisser sans nom, car dès qu'on nomme une chose, on commence à vouloir la protéger et on devient prudent, et la prudence, dans ce cas, n'était pas ce qu'il fallait. Il finit par appeler. Clara regarda par la fenêtre, l'aperçut, et quelque chose dans son geste, une surprise brève, puis ce petit sourire qui était moins qu'un rire, mais plus qu'un visage neutre, lui descendit droit au cœur. « Monte, dit-elle, et sa voix était plus douce que d'habitude, sans cette couche protectrice qu'elle arborait d'ordinaire. Il monta. Le studio était petit, mais il avait du caractère. Sur le rebord de la fenêtre, un pot où poussait une plante, fraîchement arrosée. Sur la table, 2 livres, l'un ouvert à moitié. Sur le sol, près du lit, une paire de chaussures rangées avec soin. Rien n'était cher, mais tout était à sa place, avec cette attention que porte à son espace celui qui a longtemps vécu sans, et qui traite maintenant chaque objet avec respect. « Tu t'es bien installé, remarqua-t-il. Je n'avais pas grand-chose à installer. »« La plante ?» Elle sourit brièvement. « Madame Lefebvre me l'a donnée. Elle dit qu'elle est increvable. Une bonne espèce. » Il s'assit sur l'unique chaise.
Elle s'installa sur le lit, les jambes croisées, avec cette attention détendue qui lui était familière. « Comment s'est passé ton voyage ?»« Long. Bertrand m'attendait avec de nouveaux contrats. »« Tu en étais content ?» ?»« Je n'ai pas vraiment regardé. » Clara le fixa un peu plus longtemps. « Julien, je sais que ton travail n'est pas ton cœur, je le vois. Mais tu ne peux pas juste l'ignorer. Je sais. Des gens travaillant pour toi. 30 personnes, tu as dit. » Il hocha la tête, sérieux. « Tu as raison. Merci. » Un court silence. Puis il demanda « Comment se passe ton travail ?»« C'est fatigant. Ma collègue parle beaucoup. Le contrat est clair. » Une courte pause. « À part ça, j'ai lu l'autre livre que Madame Bisset m'a donné. C'était mieux que la mer. » « C'était quoi ?»« L'histoire d'une femme qui quitte tout pour voyager en Afrique. » Hésitante, « Je ne comprends pas tout, mais je la comprends, elle. » « Pourquoi ?» Parce qu'elle est partie, non pas parce qu'elle avait un endroit où aller, mais parce que rester était plus difficile. Julien la regarda. Quelque chose dans cette phrase résonna en lui aussi, dans une autre direction, depuis l'autre bout de la même vérité. Lui n'avait nulle part où partir. Il était resté dans le succès, dans le vide, dans tout ce qu'il avait construit et qui ne lui disait plus rien. Et rester avait été plus difficile, jusqu'à ce banc dans le parc. Clara. Oui. Merci de t'être arrêtée ce jour-là. Elle le fixa longuement, puis elle répondit « Et toi, merci de ne pas être parti tout de suite. » Le silence entre eux était chaleureux. Il n'était pas gênant. C'était cette sorte de silence qui n'a pas besoin d'être comblé, qui est en soi quelque chose de précieux. Dehors, la pluie commença à tomber, fine, presque invisible, la même que celle du premier jour, et ils l'écoutèrent par la fenêtre entr'ouverte, et aucun des deux ne la ferma. Car la pluie était aussi la leur. Les semaines passaient avec un calme qui n'était pas du vide. C'était une sorte de plénitude qui ne fait pas de bruit, qui grandit simplement, lentement, comme une pâte qui lève sous un linge de cuisine. Clara travaillait, lisait, arrosait sa plante et discutait parfois avec Madame Lefebvre sur le palier. La vieille dame avait l'habitude de s'asseoir devant la maison lors des après-midi doux et d'observer la rue avec cette paix ancienne de ceux qui ont tout vu et ne s'étonnent plus de rien. Julien continuait de venir au parc. Pas tous les jours. Ses journées étaient plus remplies, plus denses. Il revenait doucement au rythme des affaires avec une approche différente, moins mécanique et plus consciente, comme s'il avait enfin commencé à distinguer ce qu'il faisait par obligation de ce qu'il faisait par sens. Mais quelques fois par semaine, en fin de journée, il passait par le parc ou l'appelait brièvement sur le nouveau téléphone qu'elle avait acquis peu après son emménagement. Ils parlaient de tout et de rien, des livres qu'elle lisait de plus en plus vite et avec moins d'efforts, du travail pénible mais juste, de ce que Madame Vallet avait préparé pour le dîner, d'une petite anecdote survenue à l'entrepôt de Clermont. Dans ces conversations, il n'y avait aucune performance, aucun besoin de faire bonne impression. C'étaient deux êtres qui avaient appris à discuter sans autre raison que l'échange lui-même. Un jour, Clara confia qu'elle pensait souvent à ce que faisaient les vieux habitants des ports de Bretagne pendant les tempêtes, car elle avait lu un livre sur le sujet et imaginait des marins jouant aux cartes à l'abri. Julien l'écouta et dit qu'il était allé en Bretagne une fois, il y a longtemps, et qu'il n'avait pas joué aux cartes, mais qu'il avait vu ces marins, et qu'il semblait détenir un secret que le reste de l'humanité ignorait. Clara répondit qu'elle les croyait, et ils rirent doucement, sur le banc à l'ombre du platane qui semblait plus robuste que jamais. C'était l'un de ces instants sans nom, mais qui durent longtemps. Le jeudi de la 3e semaine, tout changea. Julien était en réunion matinale avec des investisseurs venus de Paris pour l'audit financier. Ils étaient 3, 2 seniors et une jeune femme ambitieuse, avec cette expression des nouveaux venus qui veulent prouver qu'ils maîtrisent la situation. Bertrand siégeait en bout de table, ses dossiers rangés avec une précision chirurgicale. « La perte totale due à l'annulation du contrat Novak », commença Bertrand, et son ton ressemblait moins à une information qu'à un réquisitoire, s'élève en comptant le manque à gagner et le coût de la renégociation à près d'1,5 million d'euros. Julien hocha la tête. « Je sais. » De plus, François Renard a retiré sa proposition d'investissement conjoint et laisse entendre qu'il demandera compensation pour l'opportunité manquée. Son avocat est Bertrand. La voix de Julien était calme mais tranchante. Renard n'a aucune base légale. L'offre n'a été ni acceptée ni formalisée. Il a des avocats qui inventent des bases. Et nous avons des avocats qui savent répondre aux inventions. Bertrand ferma brièvement son dossier puis le rouvrit.
Il y a aussi ceci. Il poussa un document vers Julien. Une partie des directeurs de l'antenne de Lyon a adressé une proposition au conseil de surveillance pour initier une discussion sur un potentiel changement de structure de direction. Un silence pesant s'installa. Julien prit le document et le parcourut. La jeune femme de Paris fixait son clavier. Les deux seniors regardaient à Bertrand. « Qui signe ?» demanda Julien. 3 directeurs, menés par Marc Maréchal. Marc Maréchal. Julien connaissait ce nom. Un homme entré dans l'entreprise 10 ans plus tôt, à un poste de cadre moyen, efficace et discret, mais qui, depuis 1 an et demi, avait gagné en assurance et en appétit pour une position plus élevée. Ce n'est pas une proposition de destitution, analysa Julien froidement. C'est un test de réaction. Peut-être, admit Bertrand, mais si tu ne réagis pas, je réagirai. Quand? Demain. Bertrand le dévisagea, visiblement insatisfait de la réponse mais sans argument supérieur. La réunion prit fin. Julien retourna dans son bureau et resta 30 minutes assis devant le document. Il n'était pas en colère. Il était de ce sang-froid nouveau, différent de l'ancien. Autrefois, c'était le froid de l'épuisement. Il s'en moquait parce que rien ne comptait. Aujourd'hui, c'était le froid de la clarté. Il voyait la situation, les joueurs, leurs désirs, et il savait quoi faire et pourquoi. Il prit son téléphone et appela. « Clara. »« Oui, ça va ?»« Oui. Je te demande, es-tu libre ce soir ?» Un court silence. « Oui. Il y a un restaurant dont un collègue m'a parlé, dans le vieux quartier. Je n'y suis jamais allé. » Une pause. « Pourrais-tu venir ?» Le silence fut un peu plus long que d'habitude. « En tant que quoi ?» demanda-t-elle. Son ton était prudent, non pas réticent, mais attentif, comme un joueur de billard qui mesure son angle. « En tant qu'amis qui dînent ensemble, répondit-il. Rien que tu ne sois déjà, juste avec une nappe plus élégante qu'au vieux moulin. » Elle laissa échapper un petit rire. Ce son discret, rare et précieux. D'accord. Le restaurant s'appelait l'Allier, du nom de la rivière, et occupait une maison de briques rénovée avec des fenêtres à l'ancienne et des lampes diffusant des teintes chaudes sur les nappes blanches. Une musique douce en fond, une atmosphère paisible. Le genre d'endroit où l'on peut vraiment se parler. Clara arriva la première, une habitude de femme qui a appris que l'attente a un prix. Elle était assise près de la fenêtre, dans une robe simple mais élégante, bleu marine, sans fioritures, avec des manches qui convenaient à la soirée fraîche. Ses cheveux étaient lâchés, un spectacle rare car elle les portait toujours attachés. Julien arriva ponctuellement. Il l'aperçut depuis la porte et marqua un temps d'arrêt, ce petit sursaut que font les gens devant une belle surprise. Il s'approcha, s'assit et dit « Tu es superbe. La robe appartient à Madame Lefebvre. Elle me l'a sortie de son armoire. Elle dit qu'elle n'en a plus besoin. Madame Lefebvre est une femme de goût. » Ils commandèrent sans hâte. Le serveur était jeune, avec un visage sérieux, cachant une certaine bonhomie, et leur recommanda le poisson et une soupe de saison. Ils mangèrent et discutèrent, de tout ce dont ils parlaient sur le banc, mais différemment dans ce cadre chaleureux, avec une lumière plus douce et des parfums de cuisine qui bâtissaient une sorte d'intimité sans qu'ils aient besoin de la nommer. « J'ai un problème au travail », confia Julien à mi-dîner. « Dis-moi. » Une partie de mes directeurs essaie de m'écarter de la direction, brièvement, ou du moins de me déstabiliser. Clara écoutait. Qu'est-ce qu'ils comptent faire? Ils vont demander un vote du conseil de surveillance. Mais, légalement, ils ne peuvent rien contre mes parts. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est créer une pression publique ou acheter la loyauté de certains petits actionnaires. Ils le peuvent. Peut-être 1 ou 2, pas assez pour un changement radical, mais assez pour créer un chaos pendant 1 an. Clara le fixa. Qu'est-ce que tu vas faire? Discuter avec eux directement, demain. Sans avocat? Sans avocat. Clara réfléchit. Est-ce bien prudent? Ce n'est pas la méthode d'Emmanuel, admit-il, mais c'est honnête. Et avec une discussion franche, on obtient parfois plus qu'avec des papiers. Elle regarda son assiette, puis releva les yeux vers lui. Bertrand n'approuve pas, constata-t-elle. Non, pourquoi le gardes-tu? Un silence plus long que d'habitude. Par habitude, finit-il par dire, et parce qu'il est compétent. Mais je commence à me demander si la compétence sans valeur commune suffit. Ça ne suffit pas, trancha Clara. Elle le dit simplement, sans théorie, comme on énonce une vérité d'expérience. Julien l'observa. Comment le sais-tu? Parce que j'ai travaillé pour des gens qui étaient très compétents pour m'exploiter. Sa voix était basse. La compétence sans caractère, c'est juste du mal fait avec efficacité. Il resta un moment avec cette phrase. Julien,
Clara reprit doucement. Qu'est-ce qui te rend heureux dans ton travail? Quand quelque chose fonctionne et que cela compte pour 30 ouvriers. Quand je vois que le système logistique tourne et qu'un chauffeur peut rentrer chez lui dîner à l'heure. Ça veut dire que tu as une raison. Tu l'as juste enterré sous la paperasse. Il la fixa longuement. Comment vois-tu cela si clairement? Clara haussa les épaules, non par désintérêt, mais comme si la réponse était évidente. Parce que je te regarde de l'extérieur. Un court silence. Ça fait longtemps que tu n'as pas eu quelqu'un qui te regarde sans s'intéresser à ce que tu possèdes. Un silence s'installa, seulement troublé par la musique de fond. Clara. Oui, il s'arrêta. Il voulait dire quelque chose. Il le sentait dans sa poitrine, clair, chaud, concret, mais il ne trouvait pas la forme pour que cela sonne vrai sans être prématuré, car certaines choses brûlent si on les nomme trop tôt. Merci d'être ici ce soir. Elle le regarda une seconde. Dans son regard, il y avait la reconnaissance de ce qu'il n'avait pas dit, mais qu'elle avait compris. Quelque chose en lui se serra, et ce n'était pas de la douleur. Et merci à toi de m'avoir invité. Ils burent leur café lentement. Ils sortirent dans la rue fraîche d'un pas léger, marchant vers son appartement, discutant de petites choses, de Madame Lefebvre, du livre sur l'Afrique, de ce que Martine avait raconté pendant la pause. Chaque échange était une fin en soi, sans intention, sans construction, juste deux êtres qui marchent et parlent parce que c'est bon et suffisant. Devant le numéro 7, Clara se retourna. « Bonne nuit, Julien. »« Bonne nuit. » Il ne partit pas tout de suite. Elle n'entra pas immédiatement. Ils restèrent une seconde sur le seuil de ce qui aurait pu être dit et ne le fut pas. Et dans cette seconde vivait quelque chose de ténu et de léger, comme un oiseau qui s'approche assez pour qu'on le voie, mais pas assez pour qu'on l'attrape. Puis elle entra. Il rentra chez lui, marchant lentement dans la nuit calme, avec le sentiment d'être exactement là où il devait être. Le lendemain matin, Julien entra dans la salle de conférence et s'assit en face de Marc Maréchal et des deux autres signataires, sans Bertrand, sans avocat. « Je comprends pourquoi vous avez fait ça, » commença-t-il franchement, « et vous n'avez pas besoin de m'expliquer. J'ai besoin d'une seule chose. Dites-moi ce qui ne va pas selon vous. » Maréchal était prêt pour la bataille, pas pour cela. Il hésita. « Julien, Marc, calme mais ferme. Vous travaillez ici depuis 10 ans. Vous connaissez l'entreprise mieux que Bertrand. Si vous avez une proposition pour améliorer les choses, cette table est faite pour ça. » Silence. « Mais si votre intention est de détruire, » continua Julien, « je n'ai aucune intention de me battre avec vous. Que le conseil de surveillance vote et nous verrons. Les actionnaires savent qui a bâti cette entreprise et qui l'a dirigée ces 15 dernières années. » Maréchal le fixa. Puis quelque chose en lui changea, ce genre de changement qui survient face à une discussion franche qui n'attaque pas et ne fuit pas. « Nous avons un projet de restructuration pour l'antenne de Lyon, dit-il. 3 pages, je peux te l'envoyer. » « Envoyez-le, répondit Julien. Demain, nous discuterons du projet. » Il se leva et sortit. Derrière lui resta un silence où les 3 hommes se regardèrent, comprenant que les choses tournaient différemment de ce qu'ils avaient prévu et que peut-être ce n'était pas plus mal. Bertrand l'attendait dans le couloir. « Comment ça s'est passé ? » « Nous avons discuté. » Et Julien passa devant lui. « Tu appelleras Renard pour lui dire qu'il n'y a aucune base légale. C'est tout ce qu'il y a à dire. Il existe des instants qui passent inaperçus jusqu'à ce qu'ils reviennent sous forme de souvenirs. Et alors, on se demande pourquoi on n'a pas été plus présent quand ils se produisaient. » Julien commença à remarquer ces moments. L'aspect du jardin un certain matin, la façon dont Madame Vallée fermait les yeux une seconde quand un plat était réussi, la croissance de la plante sur le rebord de la fenêtre du studio de Clara, toujours vers la lumière, même dans un petit pot. C'était une nouvelle façon de voir, ou peut-être l'ancienne retrouvée. Les semaines continuèrent de défiler. La restructuration de l'antenne de Lyon fut lancée et le projet de Maréchal était, Julien devait l'admettre, solide. Il contenait des détails prouvant que l'homme y avait réfléchi longtemps, avait observé et pris des notes, mais n'avait jamais eu l'occasion de s'exprimer. La réunion qui suivit fut studieuse, sans cérémonie, sans sous-entendu subversif. Juste un tableau de problèmes et des propositions. Julien écouta, posa des questions, en accepta certaines, et en refusa d'autres avec des raisons claires. En sortant de la pièce, il eut le sentiment d'avoir fait quelque chose de réellement utile pour les 30 ouvriers qui n'étaient pas dans la salle, mais dont les vies étaient en jeu. Bertrand était dans le couloir, à sa sortie. « Vous avez accepté le projet ?» demanda-t-il. « En partie.
L'antenne de Lyon va obtenir un nouveau niveau de gestion. Cela a coûté une concession. Oui, et elle en valait la peine. Bertrand le regarda avec une expression qui n'était plus seulement analytique, elle était aussi un peu confuse, comme si son vieux client parlait une nouvelle langue. « Julien, j'ai une obligation envers toi en tant qu'avocat, commença-t-il lentement. Et à ce titre, je dois te demander directement, est-ce que quelque chose de personnel a influencé tes décisions d'affaires ces dernières semaines ?» Julien le fixa. « Oui, répondit-il, je vais mieux. » Bertrand s'arrêta. « Je sais ce que tu pensais. Calme. La question est légitime. La réponse est que quelque chose de personnel a influencé mes décisions, mais pas d'une manière qui nuit à l'entreprise, d'une manière qui m'a rendu la raison pour laquelle j'ai bâti cette société. » Bertrand resta longtemps silencieux, puis il hocha la tête brièvement, sans son geste analytique habituel. « Très bien, dit-il, et il partit. C'était peut-être la première fois que Bertrand acceptait quelque chose, sans chercher de base légale. Par un après-midi chaud, Julien alla chercher Clara à son studio. Il l'avait appelée la veille pour lui dire qu'il avait quelque chose à lui montrer. Il n'avait pas dit quoi. Elle avait accepté avec un bref d'accord sa version de l'enthousiasme. Ils roulèrent hors de Vichy, vers des routes de campagne qui sentaient l'herbe et la terre humide, sous de petits nuages qui passaient au-dessus des champs en jetant des ombres mouvantes. « Où allons-nous » demanda-t-elle. « Tu verras. » Ce n'est pas une réponse. Non. Un court silence, puis elle regarda le paysage et dit « L'odeur de cet air est différente de celle de la ville. Je sais. J'ai grandi près des champs. Pas moi, confia-t-elle doucement. Le foyer était en ville, du béton et des grillages. Une pause, mais parfois quand je sortais tôt le matin à Vichy, ça sentait comme ça. L'herbe et quelque chose de lointain. De lointain, je ne sais pas comment dire autrement. Comme s'il y avait une odeur de distance. Julien fixait la route et pensa que c'était une de ces phrases qu'on n'explique pas, mais qu'on comprend parfaitement. Ils s'arrêtèrent devant une vieille maison à l'orée d'un village. Elle n'était pas à l'abandon, mais elle était vide. Des portes en bois, de la pierre sous les pieds, un jardin nu mais où l'on devinait qu'il avait été autrefois luxuriant. « Tu as acheté ça ?» demanda Clara. « J'en ai hérité, répondit-il. C'était à mes grands-parents. Elle est vide maintenant. Je réfléchis à ce que je vais en faire. » Ils entrèrent. Les pièces étaient petites, avec des plafonds bas et des fenêtres étroites mais orientées au sud. Ça sentait le vieux bois et le frais. Clara marchait lentement d'une pièce à l'autre sans hâte, les mains ballantes, observant les murs, le sol et les fenêtres. « Qu'est-ce que tu vois ?» demanda-t-il. Un long silence s'ensuivit. « Je vois une maison qui sait qu'elle a été vivante, » répondit-elle enfin, « et qui attend de l'être à nouveau. » Julien la regarda. « C'est aussi ce que j'ai vu. » Ils restèrent dans le silence de la vieille cuisine face au jardin nu. Entre eux, il y avait cette sorte de silence où les mots sont superflus. « J'ai imaginé une fois ce que ce serait d'avoir un endroit comme ça, » dit Clara, doucement, s'adressant plus à la fenêtre qu'à lui. « Pas aussi grand. Juste une terre. Un morceau de terre pour faire pousser des choses. » « Qu'est-ce que tu ferais pousser ?» Elle sourit brièvement, presque invisiblement. « Je ne sais pas, quelque chose qui se mange. » Julien regarda le jardin. « Je dois décider du sort de cette maison. Si tu me demandes mon avis, ne la vends pas. » Il se tourna vers elle. « Pourquoi ? » « Parce que certaines choses ne se rachètent pas. » Un court silence. Une fois perdues, elles le sont pour toujours. Il accueillit cette vérité, et il savait qu'elle ne parlait pas seulement de la maison. Sur le chemin du retour, Clara était plus silencieuse que d'habitude. Ce n'était pas un mauvais silence, elle était pensive. Julien respecta cela et ne l'interrompit pas. À mi-chemin, elle demanda « Julien, je peux te poser une question ?»« Je t'écoute. » « Ce jour-là, dans le parc, quand tu pleurais. » Un court silence, puis plus bas. « Qu'est-ce que tu pensais ne plus pouvoir faire ?» Le silence s'installa dans la voiture. Il fixait la route. Il respira. Puis, je n'avais pas de plan. Je n'avais rien prévu de spécial. J'avais juste cessé de voir une raison de faire le pas suivant. Chaque pas était mécanique, sans sol en dessous. Clara écoutait. « Et puis tu t'es assis sur le banc, dit-elle. Et puis je me suis assis sur le banc. Et je me suis arrêté. Oui. » Un silence un peu plus long. Puis elle reprit. « J'ai pensé à des choses similaires, » confia-t-elle doucement. Sa voix avait un ton rare, pas de la tristesse, mais une vérité énoncée à voix haute pour la première fois. Pas seulement une fois,
quand l'hiver était trop long, quand il fait froid, qu'il n'y a pas de place et pas de raison. Une pause. Mais je n'ai jamais pu franchir ce pas, parce qu'il y avait toujours quelque chose pour m'arrêter. Un rayon de soleil à une certaine heure, un chien qui passe dans la rue, ou l'odeur de cuisine s'échappant d'une fenêtre. Des broutilles. Sa voix était ténue. J'ai appris que ce sont les broutilles qui nous retiennent. Julien conduisait en silence. « Merci de m'avoir dit ça, finit-il par dire. Je ne l'avais jamais dit à voix haute, répondit-elle, ni à moi-même, ni aux autres. Je sais. Ils s'arrêtèrent devant son appartement. Elle ne descendit pas tout de suite. Elle resta les mains sur les genoux, regardant devant elle. Julien. Sa voix était comme à 7 heures du soir, calme et sérieuse. Je n'ai pas l'habitude que quelqu'un soit là, qu'il reste. Je sais. Et je ne sais pas ce que cela signifie pour nous. Un court silence. Ou s'il y a même un « nous » au sens où on l'entend. On n'a pas besoin de le savoir tout de suite. Mais il faudra bien un jour, dit-elle, et il y avait là toute sa peur résumée en quelques mots. Il faudra bien un jour, car si on ne sait jamais, on finit par rester nulle part. Je sais, répondit-il, et quand ce jour viendra, je te le dirai clairement. Elle le fixa longuement, ce regard qui cherchait toujours l'angle et l'intention cachée, et elle ne trouva rien. Juste de la droiture, de la clarté, sans dérobade. D'accord, finit-elle par dire. Elle descendit. Elle entra dans l'immeuble. Julien rentra chez lui avec un sentiment nouveau qu'il ne savait pas dans quel tiroir ranger, car ce n'était ni de la joie, ni de la peur, mais quelque chose entre les deux. Ce sentiment que l'on éprouve face à quelque chose de réellement précieux et qui effraie un peu parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Cette peur était saine. Cette peur était le signe que cela lui importait. Une semaine plus tard, Bertrand remit à Julien une notification de l'avocat de François Renard. Formelle, froide, truffée de paragraphes, mais foncièrement vide. Aucune base légale pour une plainte, aucune demande fondée, aucune menace réelle. Juste un papier destiné à impressionner. Julien le lut, le posa sur son bureau et appela Bertrand. « Réponds-leur, la réponse standard. Aucune base légale. » C'est ce que je pensais. « Et Bertrand, tu as une seconde ?» Un court silence. « Oui, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. 21 ans. » « Oui. » Un court silence. « Penses-tu que nous allons dans la même direction ?» Bertrand se tut. Assez longtemps pour que le silence devienne une réponse. « Pour être honnête, finit-il par dire, je n'ai pas toujours compris tes décisions ces dernières semaines. Mais je n'ai pas trouvé que tu faisais fausse route. Tu es juste différent. Je le suis. Je peux travailler avec quelqu'un de différent si ce qu'il fait est juste. Bien, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. » Il raccrocha et regarda par la fenêtre. Dehors, c'était un de ces jours que Vichy connaît parfois. Un air limpide, un ciel haut, une couleur plus pure qu'ailleurs. Il pensa à Clara, à la vieille maison des grands-parents avec son jardin nu, à la plante qui pousse vers la lumière. Il prit son téléphone et écrivit un message. La réponse arriva 3 minutes plus tard, et dans ces 7 lettres vivaient tant de choses. Une confiance qui se bâtit lentement, pas d'un coup, pas par un seul geste ni un seul dîner, mais par des milliers de petits instants qui s'empilent comme les pierres d'un mur. Chaque pierre est petite. Ensemble, elles tiennent. Le parc était calme quand ils s'assirent. Le même banc, la même fontaine muette, le même ciel, mais tout semblait différent du premier jour, comme un même paysage paraît autre sous une lumière différente. Julien s'assit et resta longtemps silencieux. Clara ne le pressa pas. « Tu as dit que tu ne savais pas ce que cela signifiait entre nous. » Commença-t-il enfin. « Je l'ai dit. Et qu'il faudrait bien savoir un jour. » Oui, il se tourna vers elle. Il la regarda droit dans les yeux, sans dérobade, avec cette clarté qui coûte cher et qui est la seule vraie. « Je sais, dit-il. Je sais ce que c'est pour moi. » Clara le fixa. « Et c'est quoi? Plus que ce que j'ai eu depuis longtemps. Peut-être jamais. » De cette façon aussi sincèrement. Un court silence. « Tu n'as pas été pour moi un projet, ni un salut, ni une raison de m'apitoyer ou de me sentir bien avec moi-même. Tu as été un être humain qui m'a vu et qui n'a rien demandé pour cela. Et ça, c'est quelque chose qui donne envie de se lever le matin. » Clara le regardait, puis elle fixa la fontaine, puis revint vers lui. « Julien, » sa voix était basse, « j'ai 23 ans, je n'ai jamais rien eu et je ne suis pas habitué à ce que les choses restent. » Un court silence. « J'ai peur. Je sais. Si cela devait aussi partir, ça ne partira pas, affirma-t-il.
et ce n'était pas une promesse en l'air. C'était une phrase prononcée avec cette solidité intérieure qui vient du fait de s'être bien vu soi-même et d'avoir bien vu qui on a en face de soi. « Oh, comment peux-tu en être sûr ?» demanda-t-elle sans que ce soit un reproche. C'était une question. Parce que je sais qu'on ne jette pas les rencontres heureuses. Et celle-ci était heureuse. Même dans un parc pluvieux avec une fontaine vide. Clara le fixa longuement. Puis elle dit, doucement, sans drame, avec clarté, « Pour moi aussi, c'est plus que ce que j'ai jamais eu. » Un court silence. Voilà, je l'ai dit. Et dans le silence qui suivit, ce n'était pas la fin de la discussion, mais le début d'autre chose. Quelque chose de calme, solide et authentique, comme un sol qui ne se dérobe pas sous les pieds. Comme la maison des grands-parents qui sait qu'elle a été vivante et qui attend de l'être à nouveau. Il est des automnes qui ressemblent à une fin, mais qui sont en réalité une préparation. Vichy les connaissait ainsi. Des matins froids avec le premier givre sur l'herbe, un air sentant la fumée et les feuilles mouillées, un ciel haut, pur et un peu indifférent aux soucis qui s'agitent en dessous. Et dans cet automne qui s'installait lentement, sans drame, quelque chose se nouait entre Julien et Clara, non par de grands gestes ou une évolution brusque, mais précisément par cette lenteur qui était leur mesure naturelle. Ils se parlaient chaque jour, parfois brièvement par message, parfois longuement sur le banc, dans son studio ou à la table de la cuisine de la maison de Julien. Elle avait commencé à y venir car Madame Valette l'avait accepté comme un phénomène naturel, sans cérémonie, sans explication. Un jour, elle avait simplement mis 3 couverts pour le dîner au lieu de 2, et c'était tout. Clara progressait au travail. Martine lui avait dit qu'elle était plus rapide que n'importe quelle nouvelle recrue, vue ces 2 dernières années, et elle l'avait dit avec cette admiration sincère, exempte d'envie ou de compétition, juste de la reconnaissance. Clara avait déposé une demande de congé payé, les premiers de sa vie, gagnés honnêtement, avec un contrat signé, répertorié, avec le droit à une semaine rémunérée. Quand elle reçut la confirmation, elle s'assit sur son lit dans le studio et contempla le papier pendant 1 minute. Elle passa sa semaine de congé dans la vieille maison des grands-parents. Julien avait ouvert la maison et l'avait laissé entrer avec une clé donnée sans explication, disant simplement « Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Je ne viendrai pas si tu n'appelles pas. » C'était l'un de ces gestes, petits mais immenses, qui signifie « Je te confie mon espace. Je te le donne sans exiger de le partager avec toi. » Clara passa la semaine dans la vieille maison avec des outils demandés à une voisine du village, une femme âgée qui l'avait dévisagée brièvement avant de lui prêter une pelle et des gants sans poser de questions. Elle travailla au jardin, creusant, nettoyant, empilant des pierres sur le bord, plantant quelques végétaux achetés sur le petit marché local, des herbes aromatiques, quelques racines, 2 plantes recommandées par la vieille dame. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait, mais c'était là le but. Elle partait de ce qu'elle ignorait et apprenait en creusant. Le soir, elle s'asseyait sur le seuil avec une tasse de thé et regardait le champ devant la maison. Le vent sentait ce lointain qu'elle avait décrit dans la voiture. Elle pensa que cela, ce travail de la terre, cet arrosage et ce regard vers l'horizon, était ce dont elle avait toujours eu besoin. Non pas la maison et le jardin comme but ultime, mais un endroit au monde qui semble être le sien. Elle appela Julien le 3e jour. « Quelque chose pousse parmi ce que j'ai planté, dit-elle. »« Déjà ?»« Juste de l'herbe sous une pierre. » Mais ça a commencé. Elle entendit dans son silence ce qu'elle savait reconnaître, un sourire qui ne se décrit pas mais s'entend dans la respiration. Le moment sombre arriva, comme il arrive dans tout ce qui est précieux, sans prévenir au pire moment. Julien était en voyage d'affaires à Paris quand Bertrand appela d'un ton qui n'était pas son ton habituel d'avocat contrôlé, inquiet, mais disciplinairement. « Julien, il faut que tu rentres. Tout de suite. » « Qu'est-ce qui se passe ?» Maréchal a parlé à un journaliste d'un portail local. Il a fait une déclaration. Un court silence. Il parle de décisions privées influençant les fonctions professionnelles. Sans affirmation concrète, mais suggestif. Julien se tut 1 seconde. Quoi exactement? Il mentionne une personne de sexe féminin, sans nom. Il n'a pas dit qui c'était. Il y a juste fait allusion comme à quelqu'un ayant eu une influence hors du cadre professionnel. Le portail veut publier. Julien ressentit quelque chose de froid et de concret dans sa poitrine. Non pas de la colère, mais cette concentration froide et lucide qu'il avait quand l'essentiel était menacé. Quand publie-t-il? Demain matin. Je vais appeler le rédacteur en chef. Je ne le recommande pas. Cela peut être vu comme une pression. Bertrand, coupa Julien,
Et sa voix était tranchante comme une lame. « J'appelle le rédacteur. S'il veut publier des contre-vérités et des demi-récits suggestifs, qu'il sache que je répondrai publiquement et directement. S'il veut faire du journalisme, qu'il me parle à moi, pas à Maréchal. » Un court silence. « Très bien, dit Bertrand. Mais Julien, il faut aussi l'appeler, elle, la prévenir. » C'était la seule fois où Bertrand disait « elle », sans que le nom ait besoin d'être prononcé. Car même Bertrand, conscient de tout, comprenait que cette histoire impliquait une personne qu'il fallait protéger. Julien appela Clara. « Tu as une minute ?»« Oui. »« Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Il lui expliqua. Brièvement, sans fioriture. Clara écoutait en silence. Quand il eut fini, elle se tut plus longtemps que d'habitude. Puis, « Mentionne-t-il mon nom ?»« Non. » « Me décrit-il ?»« Pas directement, juste une allusion. » Silence. Julien. Sa voix était calme, mais on sentait la tension sous-jacente propre aux situations graves. Je ne craignais pas cela, mais je n'étais pas assez naïf pour croire que cela n'arriverait jamais. Je sais. Qu'est-ce que tu comptes faire? Parler au rédacteur, être public et direct. S'il veut une histoire, je lui donnerai la vraie, pas la version de Maréchal. Silence. Julien. Oui, ne fais pas ça pour moi, il ne t'y oblige pas. Je ne le fais pas pour toi, répondit-il avec clarté. Je le fais parce que c'est la vérité. Et parce que des récits mensongers à ton sujet ne sont pas quelque chose que je supporterai en silence. Elle accueillit cela, longuement. D'accord, finit-elle par dire. Va parler. La discussion avec le rédacteur en chef dura 15 minutes. Julien ne menaça pas, ne négocia pas. Il exposa simplement les faits. Il parla de la restructuration proposée à Maréchal et acceptée, du fait que la proposition était constructive et que l'entreprise s'en portait mieux, du fait que toute allusion à des relations personnelles comme motif professionnel n'était rien d'autre qu'une tentative de sabotage de la part d'un homme déçu de l'échec de sa méthode. Puis il ajouta « Si votre portail pense que l'histoire d'un homme d'affaires qui devient un homme meilleur mérite d'être publiée, publiez-la. Mais pas la version de Maréchal. La mienne. » Le rédacteur resta silencieux plus longtemps qu'il ne l'aurait dû. « Accepteriez-vous un entretien ?» Oui. L'entretien fut publié le jeudi. Il était direct, calme et sans drame. Il racontait comment Julien Morel, propriétaire de Morel Logistique, avait opéré des changements dans sa gestion l'année passée. Moins de centralisation, plus de dialogue avec les directeurs, un retour à la logique fondamentale de l'existence de la société. Il ne parlait pas de Clara. Il ne parlait pas du parc, ni du banc, ni de la première rencontre. Mais à la fin, à la question du journaliste demandant si quelque chose de personnel avait changé sa perspective, il répondit « Quelqu'un m'a dit un jour que la fatigue de faire semblant d'aller bien est déjà la moitié de la guérison. Je suis d'accord avec ça. » Le journaliste ne demanda pas qui avait dit cela. Les lecteurs ne savaient pas. Mais Clara lut l'article dans son studio, une tasse de thé à la main, et elle savait. Elle ferma les yeux et ressentit ce sentiment rare, celui d'être vue au sens plein et que ce n'était pas effrayant. Maréchal démissionna une semaine plus tard. Non sous la pression, il écrivit dans sa lettre qu'il lui était apparu que sa vision différait de l'orientation de Julien et qu'il était honnête de le reconnaître. Julien accepta la démission sans geste dramatique et remercia l'homme pour ses 10 ans de service dans un courriel interne. Bertrand lui apporta les papiers à signer et dit avec retenue « Tu as appris quelque chose l'année passée. » « Je n'en suis pas sûr, répondit Julien. Peut-être me suis-je simplement rappelé ce que je savais et que j'avais oublié. C'est la même chose. » Julien sourit, brièvement, sincèrement. Une semaine avant l'hiver, Julien et Clara étaient assis dans la vieille maison des grands-parents. Clara avait aménagé le jardin, petit mais réel. Les plantes avaient survécu et certaines avaient donné des fruits, modestes mais visibles. Sur le rebord de la fenêtre de la maison trônait maintenant une plante, la même que celle du studio déménagé, et elle poussait vers le sud, vers cette dernière lumière plus chaude qui passait à travers les vieux petits carreaux. Ils étaient assis à la table de la cuisine, leur tasse de thé entre eux, dans un silence chaleureux propre au silence entre deux êtres qui se connaissent vraiment. « Qu'est-ce que tu vas faire de cette maison ?» demanda Clara. « Nous la rénovons au printemps. »« Ensemble ?»« Si tu le veux. » Elle le fixa une seconde. « Je le veux. » Et dans ce seul mot vivait tout ce qui n'avait pas eu besoin d'être dit pendant longtemps. Un attachement qui avait grandi dans la peur et l'avait surmonté. Une confiance bâtie millimètre par millimètre.
Un amour qui ne demandait pas à être nommé, mais se manifestait par 1000 petits gestes au long de ces 15 mois difficiles, beaux et authentiques. Clara. Sa voix était basse et sérieuse. Oui? Ce jour-là sur le banc, quand tu t'es approché, oui, tu m'as sauvé la vie, directement, sans drame. Pas au sens figuré, littéralement. Elle le regarda. Dans ses yeux brillait cette paix profonde qui ne se joue pas, celle qui était sienne depuis le premier jour, celle qui avait survécu à tout. Julien. Sa voix était douce mais ferme. Toi aussi tu as sauvé la mienne. Une pause. D'une manière différente. Mais c'est la même chose. Le silence était plein. Je n'avais personne qui reste, confia-t-elle doucement. Jamais. Et puis tu es resté, toi. Et cela a changé quelque chose de fondamental en moi. Quelque chose dont j'ignorais que cela pouvait être changé. Julien avança sa main vers la sienne sur la table, lentement, sans précipitation, et elle accepta ce contact, sans s'écarter, ni en faire trop. Elle l'accepta, tout simplement. C'était la fin d'un long chemin et le début de ce qui suit. Dehors, la neige commença à tomber. La première neige de fins flocons tombant sans bruit sur le jardin nu, sur le sol et sur le toit de la vieille maison qui attendait d'être à nouveau vivante. Ils regardèrent par la fenêtre ensemble, dans un silence qui leur appartenait totalement. Au printemps, la maison commença à être rénovée. Clara quitta son travail à l'usine de confection et Julien lui proposa un poste dans la société, non par charité, mais parce qu'il avait vu ce que Madame Vallée avait dit dès le premier jour. Elle était bien plus intelligente qu'elle ne le croyait. Elle commença dans la partie administrative avec un salaire, un contrat et une couverture sociale. Elle apprenait plus vite que tout le monde ne le pensait et plus vite qu'elle-même ne l'aurait cru. Madame Bisset, de la médiathèque, fut surprise et fière quand Clara entra un après-midi avec un livre du rayon et dit « Celui-ci, je l'ai lu en 4 jours. »« Je vous l'avais dit, répondit Madame Bisset. Le muscle. » Madame Vallée devint une partie du triangle quotidien. Clara, Julien, Madame Vallée, qui fonctionnait sans nom formel, ni rôle défini, mais parfaitement. Madame Vallée cuisinait quand il le fallait. Clara aidait au jardin qui fleurissait avec son arrivée. Julien était celui qui conduisait, payait et accordait une demi-heure d'attention de plus que ce qu'on lui demandait. En automne, 1 an et demi après le premier jour dans le parc, Julien et Clara se marièrent dans la vieille église du village, près de Vichy. Une petite cérémonie, sans limousine, ni robe de salon à froufrou, avec Madame Vallée dans cette robe en soie de lion et Madame Bisset qui pleurait doucement au bout du banc. Clara avait choisi une robe blanche, simple, sans ornement, avec des fleurs de son propre jardin. Quand elle s'avança vers lui, Julien la regarda avec cette expression rare, celle d'un homme qui réalise qu'il est exactement là où il doit être. Il pensa au banc dans le parc, à la fontaine muette, à la pluie du premier jour, à la façon dont une voix si simple et claire avait demandé « Et est-ce que ça va ?» Et il pensa qu'il n'avait pas mérité cet instant, mais qu'il l'avait reçu, et que c'est parfois la seule logique par laquelle la vie fonctionne. 1 an après le mariage, Clara se tenait dans le centre de Vichy devant une affiche cherchant un collaborateur permanent pour une nouvelle organisation de soutien aux personnes sans domicile fixe. L'affiche était la sienne, le projet, la vision, la proposition qu'elle avait élaborée seule, avec l'aide d'un juriste que Julien avait appelé et qu'il avait qualifié de cliente la plus organisée en 25 ans d'expérience. L'organisation s'appelait Le Pas, simplement, sans grand discours. Le bureau se trouvait dans une partie rénovée de la vieille maison des grands-parents, au rez-de-chaussée, avec un jardin ouvert à tous que Clara prévoyait comme espace de travail pour ceux qui viendraient. Une chambre avec des lits, une pièce avec des livres, une cuisine avec des repas chauds. Dès la première semaine, 4 personnes arrivèrent. 2 femmes, un homme, un adolescent qui n'avait nulle part où aller. Clara les reçut seule, s'assit à la même table avec chacun, les regarda droit dans les yeux et posa la même question par laquelle tout avait commencé. Non pas « Comment vas-tu ?», mais « En quoi puis-je t'aider ?» Madame Vallée était en cuisine. Elle préparait un ragoût et du pain. Elle ne disait rien, mais par la porte, elle observait Clara discuter avec la première femme entrée. Sur son visage brillait cette même joie rare, celle qui survient quand on voit quelqu'un vivre pleinement et qu'on fait soi-même partie de cet ensemble. Julien venait le soir, quand Clara fermait. Il s'asseyait à la table de la cuisine dans cette maison à la fois neuve et ancienne et discutait de la journée, des gens venus, de ce qu'il fallait arranger, de broutilles qui étaient des broutilles, mais aussi tout le reste. Une fois, il dit « Quelle erreur on fait parfois de rester sur le mauvais banc ?»
Et elle répondit « Ou quelle chance de s'asseoir sur le banc !» Et ils rirent, doucement, longuement, de ce rire propre à ceux qui comprennent chaque nuance de l'humour de l'autre et n'ont pas besoin d'explication. La fontaine du parc des Sources fut rénovée cet automne-là. La municipalité finança les travaux, invoquant comme raison le retour du caractère de l'espace public. Julien vit l'affiche dans la rue et appela Clara. « Il répare la fontaine. »« Je sais, je l'ai vu. »« As-tu une idée de pourquoi ?» Un court silence, puis « Peut-être a-t-elle enfin compris qu'elle devait se remettre au travail. » Et dans cette phrase légère vivait tout, le sourire qu'on ne voyait pas mais qu'on entendait, la compréhension sans explication, l'amour qui était petit, calme, total, et n'avait besoin de rien prouver. Le soir, ils allèrent ensemble au parc. La fontaine fonctionnait, l'eau bouillonnait doucement, avec un bruit calme et régulier, et jetait l'éclat des réverbères dans un cercle qui sentait le frais. Ils s'assirent sur le même banc, la même distance que le premier jour, mais tout le reste était différent. Le ciel, l'air, le silence entre eux, et cette plénitude particulière de celui qui a traversé une épreuve et est resté debout. « Tu te souviens ?» demanda-t-il. « Bien sûr. Penses-tu que tu t'arrêterais à nouveau ?» Clara regarda la fontaine. « Chaque fois, répondit-elle. Pour quiconque est assis sur un banc et cache son visage. Une pause. Je n'ai pas besoin d'y réfléchir. C'est juste ce que je suis. » Julien la regarda. Et dans son profil, ce visage calme, fort, ni fatigué ni vaincu, il vit tout ce qu'il y avait à voir depuis le premier jour. Un être humain qui porte sa bonté, sans avoir besoin de la récompenser ou de la défendre. Qui s'arrête parce que s'arrêter est juste, et non parce qu'il attend quelque chose en retour. Et il pensa que toute sa vie, avec tout ce qu'il avait bâti, tout ce qu'il avait perdu et toutes ses larmes dans le parc, n'était qu'une préparation pour pouvoir reconnaître une telle personne lorsqu'elle se tiendrait devant lui. Il prit sa main. Elle le laissa faire. La fontaine bouillonnait. Le vent était froid et pur. Et dans le parc qui avait été le théâtre d'un miracle discret et inattendu, deux êtres étaient assis, regardant l'eau enfin remise en mouvement. Dans cette petite image vivait tout ce qu'on peut dire sur ce qui répare un homme, ni l'argent, ni les remèdes, ni le succès, mais une question sincère posée au bon moment, et assez de courage pour répondre « Oui, j'ai besoin d'aide ». Chers auditeurs, si cette histoire vous a touché, si vous avez reconnu en Julien ou en Clara une part de vous-même, laissez-nous un j'aime pour nous dire que cette émotion vous est parvenue. Abonnez-vous à la chaîne, car chaque jour nous vous proposons un nouveau récit qui laisse une trace similaire dans le cœur. Et dites-nous en commentaire de quelle ville vous êtes. Nous aimons savoir jusqu'où voyage cette histoire, vers quel foyer, vers quel cœur. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout.